Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce jeudi 31 juillet. Ça y est, on va passer bientôt en août, et qui dit août dit bientôt reprise des championnats. Et donc voilà, ça y est, on est reparti. D'ailleurs, il y a des matchs amicaux, il y a des tournois de pré-saison. On a aussi évidemment les matchs de Coupe d'Europe. On n'a pas encore de club français. Le GC Nice rentrera la semaine prochaine contre Benfica. On sait que le tirage au sort est extrêmement relou. T'as aussi Strasbourg qui fera évidemment son petit barrage de Conference League. Et je vous l'ai dit ce soir sur Twitter, j'ai posté à l'instant, je me suis rendu compte qu'il y a, pour ceux qui sont vraiment en manque, qui ont besoin d'avoir leur dose de football, il y a 47 matchs de Conference League qui tombent là. Il y en a un dès à présent, il y a du Rosenborg, il y a du Sparta Prague, il y a du AEK Athènes, il y a du Alkmaar, il y a du Charleroi, il y a du Maribor. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'équipes. Il y a Basak Seir et il y a évidemment des équipes parfois imprononçables. Et c'est vrai qu'en 47 matchs, donc 94 équipes. Et là, je peux vous dire que même moi, qui, mon métier veut que je suive très attentivement le football, je découvre encore des équipes. Et c'est bien, je découvre des logos. Je vais pas dire que je découvre des pays, n'abusons pas, mais je découvre vraiment des équipes, des clubs dont je n'avais absolument aucune connaissance. Donc voilà, pour ceux qui voudraient se régaler et aller observer ce qui se passe dans la fabuleuse Pipion League, la grande, l'immense, remporté l'an dernier par Chelsea, c'est possible. Mais là, on n'est pas là pour parler de Conference League. On est bien sûr présent pour continuer nos petits points hebdomadaires tous les 2-3 jours, voire 4, sur le Mercato. On a pas mal de choses à voir depuis qu'on s'est vu pour un récap Mercato. Mardi, on a fait plutôt un point sur les joueurs libres et ça vous a bien plu, donc merci pour tous les bons retours. J'en profite pour saluer ceux qui regardent sur YouTube, qui écoutent en podcast. Vous êtes nombreux, ça fait super plaisir. On va faire un récap Mercato classique, donc les dernières infos, les officialisations et bien sûr les gros dossiers du moment. Et qui dit gros dossier, c'est l'Olympique de Marseille qui commence à nettement accélérer son mercato. On avait déjà eu un bon move de la part de l'OM, je trouve, avec les premières signatures d'Angel Gomez, de Medina, de CG et Ganraile. Et là, on va un petit peu plus loin avec Aubameyang qui a été officialisé cet après-midi. On n'a pas de Chao, ça va se faire. Et la grosse bombe qui est tombée, Joël Ordonez, serait vraiment plus qu'intéressé pour rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que vraiment, là, on est entré dans une phase assez prononcée des négociations. Donc évidemment, on va se pencher sur ce joueur et puis surtout sur le mercato olympien qui, je trouve, prend une belle dimension. Alors c'est vrai que souvent on exagère des fois quand on parle de mercato à Marseille. On avait peut-être dit ça pour Greenwood, Rabiot, mais Ordonez, je trouve que c'est un profil un peu différent parce que c'est vraiment un gros espoir à son poste en défense centrale. C'était quand même un mec qui était suivi par le PSG, par des gros clubs de première ligue. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, dans mon esprit, si on va dire qu'il y a un chapeau 1 des défenseurs centraux U23 avec Pacho, avec Van de Ven, avec des joueurs comme ça, Ordonez, dans la liste d'attente, il est juste derrière et il lui faut pas grand-chose, je pense, pour arriver à cette place-là. Bon, il y a aussi Zabarni, Huysen dans les très jeunes défenseurs centraux qui sont impressionnants. Ordonez, il peut arriver vraiment dans cette catégorie-là. Franchement, je trouve que le transfert, il a beaucoup d'allure. Et puis on va faire aussi un petit point sur Manchester United qui serait chaud pour prendre Sesko ou Watkins. Mais c'est vrai que l'attaque Sesko... Mateusz Cunha, Bryan Mbeumo, sur le papier, ça a de la tronche. Et après, ce que je voulais faire aussi, je vous avais dit, se pencher un petit peu sur les mercatos de Strasbourg, qui est, au moment où on parle, en attendant que le PSG lance son mercato avec Zabarni, tout ça, et le club qui a le plus dépensé en Ligue 1, et on en est déjà à 80 millions d'euros investis. Alors évidemment, il y a des prêts de la part de Chelsea, mais il y a aussi des joueurs qui ont été achetés de la part du Racing Club de Strasbourg, donc on va encore découvrir, je pense, pas mal de pépites, et un peu c'est qu'il fallait les joueurs qui ont été achetés. Il y a même des options d'achat qui ont été levées comme Barco, Obomavidele ou Amo Emeyo, donc ça va assez loin. Et on a également la Roma, vous savez que c'est un club que je suis, que j'apprécie. Je vous ai dit qu'il ne faut pas qu'on parle trop de la Roma en bien, parce que quand on s'enflamme, on est déçu. Mais voilà, on va mettre de côté cette espèce de paranoïa, de scepticisme, de pensée trouble. Non, on peut quand même parler de la Roma en bien, et après on verra les attentes qu'on peut en avoir. Mais c'est vrai qu'en Italie, il y a quelques clubs qui ont très bien recruté, je trouve, pour l'instant, comme Comme, comme Naples. Et la Roma, ça arrive juste après...
Juste après, bah voilà, je vais vous saluer sur le chat évidemment, je vois CCPL qui dit j'aime pas le mercato de la Roma, moi. Bah tu vois, ça va apporter du débat, de la contradiction, ça fait plaisir. Donc je vois que vous êtes nombreux sur le chat, salut à Mogiroan, Ninor qui me dit que, ça y est, on parlait aussi de mercato, Nathan Zézé à Neom, c'est officiel. J'ai fait un format court sur ça, sur le Neom SC, évidemment je pense que ça mérite un peu plus d'attention, je pense qu'on fera un focus sur Neom quand on aura aussi la signature de Simon Boisbré, pour avoir un aperçu un peu plus global, mais évidemment on va parler de ce club qui est en train de renflouer les caisses de la Ligue 1. Je pense qu'il y a des présidents qui sont contents, mais dans l'autre sens c'est beaucoup de joueurs qui partent, et autant tu peux avoir des joueurs en fin de carrière comme Lacazette, tu as aussi des joueurs, ça a été le cas en Arabie Saoudite avec des joueurs qui étaient, tu sais, dans pas leurs meilleures années de leur carrière, mais qui étaient que tu vois à 25-26 ans, on l'a déjà vu, et là Marcin Bulka c'est un petit peu ce cas, mais par contre peut-être un phénomène un peu plus nouveau côté Ligue 1, parce qu'à l'étranger, on l'a eu avec John Duran, on l'a eu avec Gabriel Veiga, c'est de voir du Nathan Zézé, du Simon Boisbré, des jeunes joueurs partir très tôt en Arabie Saoudite, avec des salaires totalement fous, et de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que ça dit de l'état du football? Est-ce qu'ils ont raison? Enfin, après, qui en est pour juger? Est-ce que vraiment ça peut les faire revenir assez vite en Europe? Au bout de combien de temps? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans ou 5 ans? Donc forcément, le sujet de Neom, il est assez intéressant, puisqu'en plus derrière Neom c'est le fameux projet totalement fou avec une ville qui doit sortir du désert, ça devait faire 170 km, The Line, un stade qui est surélevé par rapport au niveau de l'eau en vue de la Coupe du Monde 2034, bref c'est un truc totalement fou, mais les premières pierres sont là avec ce club, et comme le dit Ninor en plus, entraîné par Totolf Galtier, donc ouais, intéressant de se pencher là-dessus, mais on va se faire comme d'habitude les infos, on va dire un petit peu en vrac du jour, les officialisations s'il y en a qui sont tombées, et puis un petit peu se pencher sur tout ça, donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. David qui demande, tu penses quoi de Asensio à Benfica pour une dizaine de millions? Asensio, de toute façon, c'était trop pour lui, le PSG comme titulaire à 100%. On a vu une bonne phase comme numéro 9, mais ça n'a pas duré non plus longtemps. Par contre, Aston Villa, c'était bien ce qu'il a fait en super sub. Au Portugal, je pense qu'il peut s'éclater. Après, faut voir quel impact il aura. Est-ce que c'est un Asensio qui peut t'apporter sa quinzaine de buts, sa dizaine de passes D? Est-ce qu'il est encore motivé? Mais en tout cas, sur le papier, oui, je pense que ça peut tout à fait le faire. Merci à Shot pour le petit prime, et merci beaucoup aussi à Hiroki. Vous rigolez, pourquoi pas, hein, mais vous régalez surtout les petits potes. Ça fait bien plaisir. Joël Ordonez, ce serait fait pour 32 millions et 15% à la revente selon certaines sources. Bah, écoutez, on va aller petit à petit sur ce dossier-là, hein, mais c'est vrai que de la part de l'Olympique de Marseille, on est sur un sacré coup. Moi, je le dis, c'est un transfert qui peut te faire changer de dimension. Je pense qu'il y en a d'autres qui, par le passé, ont peut-être pu dire ça, mais ça n'est pas allé au bout. Mais moi, je le pense sincèrement. Évidemment, quand on parle d'Ordonez, on est sur un joueur qui n'est pas encore totalement fini. Parce que s'il était totalement fini, il serait pas à Bruges. C'est-à-dire qu'il serait dès son âge à 21 ans, il serait à Liverpool, à City, au PSG. Donc avec Ordonez, tu récupères un joueur qui est encore en phase d'apprentissage. C'est-à-dire que je pense qu'il a encore des petites marges de progression. De ce que j'ai pu observer, il y a de la concentration, il y a du timing dans le duel aérien, il y a de la coordination avec les autres défenseurs. C'est un joueur qui est très confiant envers ses qualités, donc parfois bah, tu as peut-être un petit peu trop d'excès, mais c'est des défauts, je vais pas dire mineurs, mais tu vois, ça peut se gommer assez vite en prenant de l'âge. Mais sinon, sur le papier, moi je suis hyper, si j'étais Marseillais, c'est pour moi le transfert qui est le plus important et qui est le plus fou de cet été, quoi. C'est vraiment un truc en début de mercato. Tu sais que l'OM revient en Ligue des Champions, t'as des ambitions. Et comme je vous le dis, en début de mercato, Ordonez, on l'annonce plutôt à Liverpool, Arsenal, voire au PSG. Alors certains vont dire, bon, bah s'il va pas là-bas, c'est peut-être que finalement il est pas si fort que ce que vous dites. Non, non, c'est surtout que t'as quand même une offre qu'il faut dégainer. Et peut-être que Ordonez, dans la liste d'attente de ces clubs, bah il n'est pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est peut-être numéro 4, numéro 5. Peut-être qu'il pensait plus à l'été suivant, parce que Bruges, et ça je vous fais une petite confidence,
en mars dernier, quand on est allé avec des membres de l'équipe hors-jeu à Madrid pour le CA, donc la grande réunion des dirigeants du football européen, on avait fait des interviews avec Olivier Létang, Mario Gomez, tout ça, c'était super chouette. Et on avait aussi accédé à des conférences. On avait notamment une conférence de Bruges, et Bruges qui détaillait vraiment son projet de jeunes et de joueurs, enfin un peu de trading sur comment ça marche. Et en fait, tu as 4 équipes. Et en gros, t'as Bruges l'équipe première, t'as Bruges Next Gen, t'as Bruges U19 et t'as Bruges U17. Et en gros, ils savent à peu près à tout instant quel joueur va aller à la catégorie supérieure, quel joueur va être vendu, dans combien de temps ce joueur normalement doit péter et être et représenter une très belle vente. Franchement, ça paraît tout bête. Évidemment, il y a des clubs qui ont une planification sportive et tu sais qu'ils voient assez loin dans l'avenir. Mais vraiment, à Bruges, c'est très très bien structuré. C'est que tu sais que tel joueur en U17, si tout va bien, dans 4-5 ans, il pète et tu peux en récupérer 30-35 millions. Et après, là, Bruges, ils sont un petit peu en train de changer de dimension parce que ils ont toujours bien vendu. Mais là, je trouve qu'ils vendent un tarif qui est quand même assez, tu vois, Jashari qui devrait partir au Milan pour 35 millions d'euros. Bon, t'as eu Talbi à Sunderland, t'as eu De Kuiper aussi qui est parti à Brighton, Ordonez qui pourrait partir pour 32 millions et tout. Mais c'est vrai que ça commence à faire des très très belles sommes, je trouve, pour ce championnat belge, à l'image de Bruges, mais il y a d'autres équipes qui vendent très bien, comme Franjo Ivanovic, l'attaquant croate de l'Union Saint-Gilloise, qui va rejoindre Benfica pour 25 millions d'euros. Ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'en Belgique, je trouve que désormais, il y a des prix de joueurs qui se rapprochent de ce que tu peux faire pour les très bons jeunes, très bons joueurs de Ligue 1, des fois de clubs de Serie A, de Bundes, quoi. Donc honnêtement, ça montre à quel point désormais c'est plus un championnat pour moi mineur. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des joueurs qui sont hyper intéressants à aller chercher. Mais quand je dis hyper intéressant, c'est qu'il faut savoir mettre le prix. Et désormais, si tu es un scout de Ligue 1 et que tu dis tiens, je connais les joueurs de Genk, de Bruges. Bon, aujourd'hui, les joueurs de Bruges, qui peut se les payer? T'as le PSG, t'as l'OM, t'as peut-être Monaco. Allez, t'as Rennes qui pourrait faire un gros effort, t'as peut-être le Paris FC, mais sinon, tu vois, c'est plus dans les cordes des clubs français. Il y a quelques années, tu vois, Reims, par exemple, ils achetaient des joueurs, les Okumu, les Ito. Désormais, c'est compliqué, et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir sur quel marché les scouts, les recruteurs de Ligue 1 vont se reporter, parce que je vous l'ai dit, le championnat autrichien, il y a de bonnes choses qui se passent. On parle énormément de la Scandinavie avec Bodo Glimt, avec Rosenborg, avec Midtjylland, avec Nordjylland, Norrköping. Enfin, il y a plein d'équipes, Malmö, tout ça, qui développent des bons petits joueurs. Mais aujourd'hui, la Belgique, c'est plus forcément un marché accessible, à moins d'y mettre un très bon prix. Mais quand tu vois le statut d'un Ordonez, c'est fort, quoi. De Ketelaere, c'était combien? De mémoire, Ketelaere, t'as raison, je crois que De Ketelaere, c'était entre 25 et 30 millions d'euros entre Bruges et le Milan, quoi. Donc on est sur des sommes où on allonge, quoi. On est pas mal. C'est 35 millions d'euros. Ah ouais, attends, mais c'est... Franchement, Bruges, ils se mettent bien. Ils se mettent très très bien. Attends, on va aller voir de ce pas les meilleures ventes de Bruges, juste pour se donner un petit ordre d'idée. Voir dans quelle catégorie ça boxe du côté de ce club. Hop. 37,5 même. C'est quasiment 40. Désormais, tu es sur des... C'était il y a 3 ans désormais. Putain, ça passe vite. Hein. Igor Thiago, Brentford, 33 millions. Wesley Moraes, 22 millions, Aston Villa. Odion Kosunu, Bayer Leverkusen, 23 millions. Antonio Moussa, 21. De Kuiper, Brighton, 20. Talbi, Sunderland, 20. Abakar Silla à Strasbourg, 20. Tu vois. José Izquierdo, Brighton, 18 millions. Crépin Diatta, Monaco, 16,7. Et tu rajoutes même derrière, tu as beaucoup de joueurs que tu connais finalement dans les championnats européens. Loïs Openda, Danjuma, Scovolson, Noah Lang ou Stale Edsoki. On a aussi du Carlos Bacca quand même. Hein. C'est déjà, il y a plus de 10 ans, c'était l'ADN du club. Et tu as aussi des joueurs qui ont fait un flop comme Anthony Libombe à Nantes, quoi. 8,5 millions d'euros. Je pense que pour les Nantais, c'est pas un très très bon... c'est pas un très très bon souvenir, quoi. Mais ouais, et tu vas rajouter dans ce top 10 du Jashari, du Ordonez. On est sur un club qui vend très bien, ouais. Bruges vend beaucoup plus cher que leurs concurrents dû à leur performance européenne ces dernières années. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le bon parcours de Bruges,
notamment contre l'Atalanta, le fameux barrage où ils tapent l'Atalanta, ça les a bien aidés. Enfin, Bruges est une équipe qui n'a pas perdu, à part contre Aston Villa à domicile lors des matchs européens. Tu vois, ils ont accroché la Juve. Ils avaient battu Aston Villa en phase de groupe. Bon, à part Dortmund, pardon, je dis n'importe quoi, Dortmund et Aston Villa. Mais tu vois, ils ont quand même fait des vrais bons résultats. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui se développe bien et qui travaille très très bien. Mais on va prendre plaisir aussi à revoir l'Union Saint-Gilloise, j'espère, dans cette coupe aux grandes oreilles, quoi. Ouais, on va aller petit à petit sur les infos. Avant Ordonez, je pense qu'on va se faire le petit récap du jour, si ça vous va, histoire de voir toutes les infos qui sont sorties ces derniers temps avec nos amis de l'équipe et leurs petits points. Donc voilà, l'OM officialise l'arrivée d'Aubameyang, contrat jusqu'en 2027. Je l'ai dit, hein, pour étoffer le front de l'attaque, c'est vraiment une bonne idée. Peut-être que 2 ans c'est trop, mais je pense qu'il a encore le niveau, il peut apporter, il peut jouer peut-être aussi sur un côté. C'est juste, j'aimerais pas qu'il prenne trop la place d'Amine Gouiri, parce que je trouve qu'Amine Gouiri a vraiment pris ses aises sur le front de l'attaque. Mais voilà, le mec a encore la dalle, et en Ligue 1 ça fera le taf. En Ligue des Champions, faut voir à son âge, hein, parce que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Mais sur le principe du transfert, moi je trouve que c'est bien. En plus, tu vois l'arrivée de Rockstar, tout ça, enfin, c'est bien chouette comme image de revoir ça, quoi. C'est presque dommage qu'il soit pas resté l'an dernier, tu vois, parce que quand t'as vu les petits soucis de neuf à l'OM, avec en attendant que Gouiri arrive à l'hiver, je pense qu'il serait évité quelques pépins, quoi. On le revend à nouveau 10 millions d'Arabie Saoudite de 1 an. En vrai, ce serait cool, tu vois, qu'il termine son parcours à l'OM à 38 ans, à 38-39 ans, quoi. Franchement, ce serait bien sympa à voir. Santiago Mourinho, racheté à Alaves par Atlético Madrid, le Deportivo Alaves a annoncé ce jeudi que l'Atlético Madrid avait réglé la clause libératoire afin de racheter Santiago Mourinho, estimé à 4 millions d'euros par Transfermarkt. Le défenseur central, 23 ans, cédé il y a un an au club basque par les Colchoneros, devrait être revendu environ 10 millions à Villarreal. Donc ouais, petite opération. Une info Ligue 2, hein. Wabi Kazri s'entraîne libre avec Bastia. Bon, c'est chouette comme info, mais dans quel état physique et surtout le salaire? Bon, j'ose espérer que Wabi Kazri ne demande pas plus de 100K, ce qui était son salaire à Montpellier, au club corse. Mais voilà, un retour dans son club formateur n'est pas à l'ordre du jour. C'est pour se conserver des repères et travailler au sein d'un collectif. Ouais, bon, je pense que bon, après, moi, je trouvais que pour le symbole, ce serait quand même un beau petit truc, quoi. Ah oui, j'ai vu passer ça, et c'est vrai qu'on parle beaucoup, on parle de nouveau d'Arabie Saoudite, on parle de Com, de Sunderland, du Paris FC, du Mercato XXL de Liverpool, tout ça. Mais il y a quand même un championnat qui fait de plus en plus d'investissements. C'est la Russie qui revient un petit peu comme ça, ni vu ni connu. Autant il y a quelques mois, années, c'était très mal vu de partir en Russie. Là, tu vois, je vois Gaëtan Perrin, je vois Douglas Augusto, je vois Jetson Fernandez qui part du Beşiktaş, et surtout la somme, 21 millions d'euros quasiment, plus 8 millions d'euros de bonus. C'est quand même un montant qui est pas négligeable, je trouve. Ah, il y a Gerson aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a Djoubal d'Auxerre qui a terminé. Gerson, vous savez quoi? Je suis content parce que j'adore découvrir des transferts. Et là, je suis passé à côté de ça, quoi. Ah, Gerson à Saint-Pétersbourg. Ah ouais, c'est même fait, là. Il a joué. Il a joué. Ok, bah écoute. Petite surprise quand même de voir passer ça, ce transfert. Ok, bah écoute. Là, je découvre totalement ça, quoi. Ah, le Robin Kazan, quoi. Ça, c'était une équipe qui était très relou à jouer dans les années 2000-2010, pour ceux qui s'en souviennent. Je crois que le Barça avait joué contre eux. Et c'était une équipe qui mettait beaucoup de défenseurs. Mais quand je dis beaucoup de défenseurs, c'est-à-dire que tu avais 1, 2, voire 3 rideaux défensifs. Tu devais même dribbler l'entraîneur et son staff pour arriver jusqu'au but, quoi. Donc, ouais, ça, c'est chaud. Gerson qui a tiré la gueule à sa présentation. Ça, c'est exceptionnel. Après, bon, j'imagine que le salaire qu'il va prendre là-bas, il va être quand même assez costaud. 25 millions d'euros quand même, un petit transfert. C'est vrai que Gerson, mine de rien, je dis pas que c'est le Morata brésilien, mais ça commence à faire pas mal d'indemnités de transfert qui s'accumulent. Hein. 18,5, 13, 20,5, 15, 25. Et il a que 28 ans. Il a que 28 ans. Bon, après, je suis pas sûr qu'il y ait de nouveau ça. Mais c'est vrai que ça peut étonner, ouais.
Ça peut étonner. J'ai l'impression que les clubs russes ont disparu depuis 4-5 ans, c'est fou, on voyait encore assez bien les Zénith, les Lokomotiv. Bah, après, c'est sûr qu'avec le conflit géopolitique, c'est même plus qu'un conflit, c'est une guerre hein, avec l'Ukraine, bah, la Russie a été mise au banc de l'UEFA, tu vois plus de tout ça. Par contre, en Conference League, il y a quand même des équipes biélorusses qui sont là. On sait que bah, la Biélorussie et la Russie sont main dans la main, donc la Russie ok, la Russie non, par contre la Biélorussie ok. Et c'est vrai que il y a quelques années, bon, je pense que ça peut soulager certains entraîneurs, certains préparateurs physiques, parce que tu sais que le déplacement en Russie sur la pelouse du CSKA Moscou en novembre ou en décembre, si tu tombais là-dessus, franchement, il fallait se le coltiner. Moins 2, moins 3 degrés, une pelouse gelée. Et d'ailleurs, bah, y a la célèbre vidéo qui tournait tout le temps, vous savez, de Ronaldo, R9 qui dribble sur une pelouse qui ressemble vraiment à un circuit de Mario Kart totalement flingué. Et le mec réussit à te faire des gestes techniques dingues. Mais c'est. Voilà, j'ai souvenir de matchs sur des pelouses ouais, qui étaient rudes et même des équipes pas simples à jouer. Puis après, bon, t'as eu des équipes quand même, tu vois, t'as eu le CSKA Moscou de Wagner Love. Ensuite, t'as eu celui de Keisuke Honda. T'as eu le Zénith Saint-Pétersbourg d'Arshavin. T'en as eu des équipes russes qui t'embêtaient pas mal en Coupe d'Europe, qui savaient être un petit peu relou. T'avais ouais, le Lokomotiv Moscou à l'époque. T'avais aussi le Dynamo Moscou avec Valbuena, avec Dani le Portugais. Je sais pas si vous en souvenez de ça. Ouais, franchement, tu retrouves Hulk au Zénith. Bah, bien sûr, Hulk et ses patates de malade. Ah, le Zénith de Hulk, c'est vrai que ça fait partie des trucs un petit peu bah, et Landy Makashkala de Samuel Eto'o. Avec le contrat, on en a parlé la dernière fois, Roberto Carlos aussi, Willian, ouais, on avait aussi Krasnodar, souvenez-vous, hein, le FK Krasnodar et le Kuban Krasnodar, de mémoire, un truc comme ça, où il y avait beaucoup de joueurs français qui étaient partis à un moment, t'avais Caboret, enfin un joueur de français, joueur qui venait de Ligue 1, Caboret, Cabella, tout ça, ça aussi c'était un petit peu casse-couille à jouer, quoi. Le Spartak Moscou, bien sûr, le Spartak Moscou, il y avait beaucoup de Brésiliens là-bas. Il y avait un mec qui s'appelait Harry, ou un truc comme ça. Ah bah, c'est vrai que j'ai parlé du CSKA de Wagner Love et le CSKA de Keisuke Honda, mais comment ne pas parler du CSKA d'Akinfeev et des frères, il y avait deux frères, c'était Berezouski de mémoire, il y avait un autre défenseur russe, Ignacevich, enfin en gros, tu avais toute la colonne vertébrale de la Russie en défense qui était au CSKA quoi. Et t'avais bien sûr le Brésilien naturalisé Manuel Fernandes, je sais plus comment il s'appelle, qui était été un bon latéral lors de la Coupe du Monde 2018 quoi. Donc ouais, Zagoev, oh, Alan Zagoev. Franchement, le Alan Zagoev en mode pépite qui doit partir dans un top 5 européen mais qui vient jamais, je pense que ça a été une rengaine pendant 5, 6, voire 7, 8 ans. Puis au bout d'un moment, le Zagoev, bon, la pépite, elle a quand même 33 piges. C'est un peu Tanguy qui veut pas quitter ses parents, qui reste à dormir dans le domicile familial. Ouais, ça c'est vrai. Mais ouais. Ah bah Djouba, bien sûr. Djouba et sa grande taille et ses traces douteuses. Ses traces douteuses sur le bras lors de la Coupe du Monde 2018. Tout le monde se posait des questions. Cocorine qui termine en prison pour avoir frappé, tabassé un agent de l'État. On avait les images de caméras de surveillance dans une cafétéria. Ça, c'est la Russie, ça. Mais oui, après vérification, Akinfeev est encore le capitaine du CSKA Moscou. Attendez, Akinfeev joue encore. Mais ça c'est vraiment dingue. Le mec veut vraiment pas s'arrêter, quoi. Alors, est-ce que je suis plus choqué par le fait qu'Igor Akinfeev joue encore ou qu'il est que 39 ans ? Pour moi, Akinfeev, c'était comme Buffon. Il avait 45, 46, il avait joué le plus longtemps possible. Mais l'information, elle est folle, quoi. Ce mec joue encore. Tu vois, il s'arrête pas, quoi. C'est ça, vraiment. Eh bah, 2 matchs, 28. En fait, il joue. T'imagines le nombre de matchs qu'il doit avoir avec le CSKA ? 800 matchs avec le CSKA. 800 matchs avec le CSKA. Waouh. Franchement, c'est de la folie, quoi. Mais oui, Denis Tcherichev. Lui aussi Tcherichev, un peu pépite, qui devait totalement péter, quoi. De toute façon, tu vas voir. La meilleure équipe de Russie, pour moi, c'était celle de l'Euro 2008, qui tape les Pays-Bas, et qui est assez incroyable. Voilà. Qui tape les Pays-Bas 3-1.
avec vraiment un niveau de jeu qui était incroyable. Arshavin, Pavlyuchenko, Semchov, Semak, Zirianov, Zirkov, qui avait joué évidemment à Chelsea. Kolodin, avant Diego Godin, il y a eu Kolodin, Aniukov. Aniukov, ça aussi, c'est loin. Shirokov. Voilà, tu vois, c'est les deux frères que je te parlais. Berezouski, voilà, ils sont là. Gabulov, Oleg Ivanov, Dimitri Sitchev, bien sûr. Par contre, côté Pays-Bas, tu laisses quand même Robin Van Persie sur le banc. Mais c'est Van Nistelrooy. Et t'as pas Robben. Mais t'as Schneider, Van der Vaart, Kuyt, Van Nistelrooy. Tu rajoutes Robben dans l'autre sens. Tu mets Schneider là. Là, je pense que tu peux avoir une équipe. T'as De Jong, Angelar, Van Bronckhorst, Mathichen, Heuger, Boularouz et Van der Sar. Ouais. Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. C'est pas l'année où le CSK gagne l'Europa. Je crois que c'est l'année où le Zénith gagne l'Europa. Où d'ailleurs il tape le Bayern de Ribéry, de mémoire. Et le CSK, c'est 2005, ouais. Où il tape le Sporting Lisbonne de Liedson à domicile. Et vraiment, c'était l'équipe un petit peu poil à gratter parce qu'ils avaient aussi fait un match incroyable au Parc des Princes avec le triplé de Semak. Sergei Semak qui d'ailleurs est acheté par le PSG suite à ce match. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Ça a été un flop monumental. Ouais, juste aller voir peut-être la compo du Zénith qui met un 4-0 au Bayern. Et après, évidemment, ceci n'est pas sponsorisé par Russia Today ou par l'ambassade de Russie. Hein. C'est juste qu'on parle purement foot. Je ne suis pas un agent du KGB, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que, c'est vrai que le football russe, on n'en parle plus du tout avec tout ce qui s'est passé. Ouais, tu vois, Arshavin a 14 matchs, 4 buts, 5 passes D. Et ils avaient vraiment tapé le Bayern. Ah, ils jouent pas Arshavin. Mais ils avaient vraiment tapé le Bayern 4-0 sans Arshavin, quoi. Ça, c'est quand même... hein, c'est pas des petits joueurs. Hein. Et quand même, ils font un vrai parcours. Hein. Villarreal, Marseille, Leverkusen, Bayern, Glasgow Rangers. Everton en phase de groupe. Du coup, Pogrepniak, qui avait fini... qui était... Non, où est-ce qu'il était parti, Pogrepniak? Il a pas joué en PL Pogrepniak. Il avait joué à Fulham, c'est ça. Il avait fait Stuttgart aussi. Mais en gros, son prime, c'était vraiment le Zénith, quoi. Et après, il a été un petit peu dans l'anonymat. Feyzoulin. Feyzoulin, ça aussi, ça me dit un truc. Dominguez, Chimolchuk, évidemment, en 6. Shirokov, Krzyzniak, Malafev, Aniukov, Gorchov. T'as Ivan Lapin, Oli. Ouais, sur les remplaçants, c'est un peu dénommé. Par contre, le Bayern, t'as quand même... t'as le Bayern, t'as quand même un quatuor qui se fait laminer. Qui a quand même Ribéry, Miroslav Klose, Luca Toni, Schweinsteiger, t'as Van Bommel, Roberto au milieu de terrain, t'as Janssen, De Michelis, Lucio, Lam, Kahn, et ils se font quand même taper 4-0, quoi. Sur le banc, t'as du Podolski, t'as du Van Buiten, t'as du jeune Toni Kroos, mais waouh. La compo du Bayern, c'est quand même pas mal, et ça souligne bien la performance du Zénith sans Arshavin. Franchement, c'est waouh. C'est sacré équipe. Hein. Là, surtout le Luca Toni version Bayern qui mettait beaucoup de buts. Fallait chercher, quoi. Bon, du coup, voilà, cette parenthèse russe est refermée. Mais bon, Jetson Fernandez, du coup, joueur de Beşiktaş qui file en Russie contre quasiment 30 millions d'euros avec bonus. C'est pas rien. À Kenry Paez, ça, on va y revenir sur le mercato de Strasbourg. Après, ça y est, Kenry Paez, on l'a annoncé de toute façon depuis qu'il est arrivé à Chelsea, qui est signé à Strasbourg un jour. Noah Fattar à Boulogne pour 2 saisons libre. C'est vrai que Boulogne va jouer en Ligue 2. Vous savez que là, c'est Ajaccio. On a beaucoup parlé du feuilleton OL parce que voilà, l'OL, ça fait beaucoup parler. Mais on a là, c'est Ajaccio qui a été rétrogradé. Et du coup, Boulogne-sur-Mer a reçu le tampon pour aller jouer à l'étage supérieur. Donc, Boulogne-sur-Mer sera en Ligue 2. Et là, c'est quand même une situation un peu chaude parce que j'imagine que tu dois être content d'être en Ligue 2 parce que peut-être plus de revenus, de visibilité. Mais tu dois préparer une équipe Ligue 2 alors que tu avais peut-être plutôt commencé ton mercato sur une base de nationale. Donc, pas simple, mais bon, content de revoir Boulogne-sur-Mer dans cette division-là, ça faisait un petit moment. Nabil Alioui s'engage à Damak, attaquant passé à la réserve de l'AS Monaco et du Havre. Ok, donc Damak en Arabie Saoudite. Ouattara, Pléo Torino, Kassoum Ouattara de Monaco, Liénard, gardien numéro 3 de Monaco qui s'éloigne de Montpellier. Kassoum Ouattara, c'est vrai qu'il était peut-être loin dans la hiérarchie. Hop. Il est valorisé par l'ASM à 15 millions d'euros, Ouattara. Ah ouais, c'est
C'est pas évident. C'est pas évident à vendre à ce prix-là, quoi. Je peux comprendre que le Torino soit intéressé, mais que ça parte pas pour l'instant, quoi. Højlund. Rasmus Højlund partira ou partira pas. Bah, après, on y reviendra lors du petit focus sur Sesko. Après la victoire du United contre Bournemouth, Amorim s'est dit vraiment satisfait de son attaquant danois Højlund qui a ouvert le score cette nuit, alors que des rumeurs envoient Højlund loin de United. Le principal concerné s'est exprimé sur son futur après le match. Le plus important pour moi est de continuer à travailler dur et de rester concentré. Je reste et je me bats pour ma place quoi qu'il arrive. Les Red Devils seraient sur la piste de Sesko, l'avant-centre du RB Leipzig. Højlund s'est dit ouvert à la concurrence à Manchester. Je suis plus que prêt, je me sens en forme. Ouais, bon, faut falloir quand même qu'il bosse sérieusement le garçon, quoi. Là, ça va pas être du gâteau pour lui, mais il a le droit à peut-être une deuxième, troisième chance, hein, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que United a déjà dépensé 150 pour Mbeumo Cunha. Est-ce qu'il pourrait aussi aller sur un neuf type Sesko Watkins? Parce qu'on t'imagine que Mbeumo et Cunha tourneraient autour. Moi, je l'ai dit, hein, si je devais donner le plus sa chance à quelqu'un de nouveau à United, c'est Zirkzee. Parce qu'Højlund, moi j'ai un petit peu du mal. J'ai l'impression que le gap était trop et surtout l'attente, la pression à United. C'est peut-être qu'Højlund dans 2-3 ans il sera prêt, mais là pour l'instant je suis dubitatif. Abdoulhamid en prêt à Lens, un transfert qui concerne la Ligue 1. C'est vrai qu'Abdoulhamid était annoncé du côté de Toulouse. Saoud Abdoulhamid, l'international saoudien de l'AS Rome, et finalement il va s'engager en prêt avec le RC Lens. Donc c'est un joueur qui est assez intéressant dans son profil, piston, tout ça. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi Toulouse le voulait. Mais du coup, c'est le RC Lens de Pierre Sage qui va le récupérer. Donc ça, c'est quand même un joueur qu'on va découvrir en Ligue 1. Pachao est arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale. Donc ça, pareil, on l'a vu, devrait atteindre les 35 millions d'euros. C'est vrai que quelqu'un me posait la question, Marseille qui fait et Ordonez et Pacho, on peut chiffrer ça aux alentours de 65 millions d'euros. C'est quand même assez chaud, hein. C'est pas évident, hein. Il va falloir qu'il s'impose très très vite. Ce que je disais, c'est que si Pachao avait coûté 20 millions d'euros, tu vois, on était dans un transfert un peu intermédiaire, en mode, bon, en vrai, il va devoir faire ses preuves, mais on peut être un petit peu indulgent. Là, je suis désolé, à 35 millions d'euros, c'est pas de sa faute, hein, mais c'est le montant où ça, directement, t'es obligé d'être hyper exigeant, de voir un mec qui performe très très vite, quoi. Enfin, le temps d'adaptation, il va devoir être assez court. Ce qui est bien pour lui, et je le redis, et même c'est le cas de beaucoup de joueurs qui ont été recrutés à Marseille cet été, c'est que l'équipe tourne déjà bien. T'es pas sur un OM en reconstruction comme l'an passé. Là, t'as déjà une base de 7-8 joueurs qui étaient déjà là l'an passé, et 7-8 joueurs, t'as quand même des gros cadres, des internationaux, du Rabiot, du Gouiri, du Højbjerg, du Balerdi, du Rouli. Là, pour le coup, ça se passe bien, quoi. Marseille, je comprends pas, la DNCG dit rien. Après, chaque été, nous, on fait chier, mais Marseille, ça passe tranquille. Bah, écoute, Fekir OL 98, puisque c'est ton pseudo, je pense que les comptes de l'OM sont quand même beaucoup plus clean que ceux de Marseille. Et ça, c'est pas du clubisme. Je pense que c'est juste la réalité du terrain. C'est que McCourt a plutôt bien travaillé. Il a mis chaque année, il a refait, tu vois, il a réinvesti quand il fallait. Ils ont un petit peu épongé de la dette. Tu vois, ils sont assainis. Franchement, la DNCG, pour moi, Marseille, c'est fort, quoi. T'as inversé, je crois. Oui, bah je dis que... Enfin, désolé, j'ai inversé. Hein. En gros, vous m'avez compris, l'OM, c'est OK. Et l'OL, bah oui, je pense que quand on voit les magouilles de John Textor et tout ce qui se passe, et moi, vous savez, moi, je suis bordelais, c'est juste un regard objectif sur la situation. Enfin, pour moi, ça sert à rien de faire le complotiste. Et j'ai rien contre toi, l'ami. Hein. Mais j'ai rien contre toi. Hein, mais ça sert à rien de dire pourquoi nous, on est visés et les autres, il se passe rien. Oui, il y a peut-être des clubs qui mériteraient d'être un peu plus regardés, mais comparer l'OM et l'OL, je t'avoue, je comprends pas. Là, pour moi, la seule personne à qui tu dois t'en prendre, c'est John Textor. Il a fait n'importe quoi, quoi. Et honnêtement, quand tu vois des choses qui ont été assez lunaires, et quelqu'un demandait est-ce qu'on a déjà parlé du vrai faux gardien de Lyon, bah tu vois, c'est un cadeau empoisonné qui te laisse pour pas mal de temps et qui va te ralentir ton mercato. Alors ok, tu vas réussir à envoyer Matt Turner puisque c'est son nom, c'est pas Voldemort, hein, je pense qu'on peut le nommer. C'est un mec. Ok, t'avais besoin d'un gardien, mais du coup, il est pas si fort que ça. T'as pas envie de le garder, tu peux l'envoyer en prêt à New England. Ils vont prendre en charge du côté de la MLS son salaire.
mais t'as quand même dépensé 8 millions d'euros. Et t'as un Noël qui est sous encadrement des NCG. Du coup, oui, ça craint de ouf. Ça craint de ouf. Et ça, c'est pas de la faute de la DNCG, de gens qui en voudraient à l'OL. C'est juste que Textor a fait à peu près n'importe quoi. Et c'est pas que moi qui dis ça. Hein. C'est un Gone expat, Mika, qui a épluché les comptes. Je vois pas mal de gens qui disent en fait, Textor a fait des magouilles qui sont vraiment plus que douteuses d'un point de vue éthique légal. Enfin, même il a fait des choses qui se font pas dans le milieu des affaires. Et là, du coup, tu rattrapes les pots cassés. Et je pense que l'OL va devoir passer par une bonne cure d'austérité. Hein. D'ici, 1 an et demi, 2 ans, il faudra refaire le point. Mais ouais, ce transfert à 8 millions d'euros de Turner, c'est vraiment le coup de couteau dans le dos, quoi. C'est vraiment le truc, tu voulais t'en passer. Et ce qui est ouf, c'est que vraiment, tu vois que ça a été dealé devant la DNCG. Et tu comprends en fait pourquoi lors du premier passage à la DNCG, ça s'est mal passé et qu'il a été relégué. C'est-à-dire que Textor, il est arrivé avec ses comptes en mode ok, je vous présente ça. Il y a des promesses de vente, mais par contre, j'ai aussi ça qui avait fait. Genre, j'achète Matt Turner et après, vous vous débrouillez. Ouais, c'est normal que là, pour le coup, il se fasse déguerpir par Michel Kang et Arès, quoi. C'est quoi les news sur le dossier Turner ? En gros, Hugo Guimet a expliqué que l'ami Matt Turner sera bien acheté par l'OL et va être prêté dans l'immédiat. Dans l'impossibilité juridique d'évaluer les transferts réalisés par John Textor, les dirigeants lyonnais se sont résolus à acheter le gardien américain. Le joueur de 31 ans sera immédiatement prêté avec option achat à la franchise MLS de New England Revolution afin d'économiser son salaire. Mais c'est ça qui est dingue, quoi. L'Américain s'était mis d'accord avec son ami Angelos Marinakis, propriétaire du club anglais, autour d'une indemnité excessive de 8 millions d'euros pour un gardien de ce niveau et de cet âge, 31 ans. Mais le patron grec est resté sourd à la médiation et l'OL va se résoudre à accueillir le joueur qui va signer un contrat de 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut un miracle. Enfin, pas un miracle, mais si la franchise de MLS est très généreuse, elle achète Matt Turner d'ici 1 an et tout est oublié. Mais par contre, si Matt Turner revient avec son salaire de 200K, c'est en plus de l'indemnité de transfert qui te pourrit son mercato. Là, c'est vraiment j'en ai vu des trucs douteux sur le marché des transferts. J'en ai vu des coups bas. Mais ça, je pense que c'est le genre de choses, on s'en souviendra. Parce que vraiment, y a rien qui va, quoi. Il y a un club dans le rouge financier qui accueille un gardien. J'ai parlé de mid sur Twitter. On peut dire que c'est pas dingue. Hein. Je pense que Matt Turner, désolé s'il y a de sa famille, son entourage qui nous écoute. Hein. On n'a rien contre lui. Mais dans le cas de l'OL, t'as un gardien que tu n'as même pas envie de faire jouer. Enfin, en vrai, il y avait un monde où tu disais, ok, tu l'achètes et finalement, ta Péric est parti, fais-le jouer. Et c'est-à-dire que qu'est-ce que tu crains ? Tu crains que finalement, l'opinion, les supporters ou même que les joueurs, parce que c'est pas de sa faute, Matt Turner. C'est le produit d'un truc hyper douteux entre 2 mecs qui font des magouilles dans le football. Faut pas lui en vouloir. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il symbolise ça et que peut-être qu'il aurait pu être pris en grippe, tout ça. Mais quoi qu'il arrive, si même l'OL se dit tiens, on achète un gardien 8 millions d'euros et on le renvoie direct en Amérique, bon, ça va un petit peu tout dire, quoi. Mais c'est vrai que quand on avait vu l'info qui était sortie la semaine dernière de mémoire, l'OL va engager un avocat pour tenter de rompre l'accord. C'est chaud. J'aime beaucoup Pictavien. C'était pas possible de foirer la visite médicale. C'est vrai que à un coup bas, tu peux répondre par un autre coup bas. Mais c'est là où tu vois que l'OL, c'est des mecs tête intègre. Après, je sais pas si la visite médicale a encore été réalisée. Mais ce qui est sûr, et je sais pas même pas si tu auras un tweet d'annonce de l'arrivée de Matt Turner, mais ce tweet d'annonce, s'il est là, il sera un peu historique. La visite médicale a déjà été passée, validée. Oh là là, c'est vraiment... Tu vois, ils sont allés au bout, ils ont été gentlemen sur le truc, et ils n'ont pas tenté d'être fourbes, comme malheureusement Marinakis et Textor qui font leurs petites affaires, du Niakate 31 millions, du Mangala 22 millions, et souvenez-vous, on aurait dû avoir aussi Danilo, le Brésilien de Nottingham, qui devait être recruté pour 20 millions d'euros. L'OL qui est dans le rouge de tous les côtés, qui prend un milieu de terrain, qui revient d'une grosse blessure à la cheville, pour 20 millions d'euros. Là, tu dis que c'est vraiment flippant. Et non, je ne vais pas vous dire encore une fois d'aller voir la page Wikipédia d'un certain dirigeant de football. Je l'ai trop fait. Parce que voilà, je sais que c'est un petit peu le refrain de cet été. Mais voilà, comme tu dis, Luluom, c'est vrai qu'ils ont surtout eu peur du très équilibré Marinakis. C'est vrai que Marinakis, c'est, je pense,
l'adjectif qui lui colle qui colle le mieux à son personnage, équilibré. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu as envie de passer des vacances, tu as envie de faire des deals très, très honnêtes. Franchement, tu as envie d'aller... T'as envie de passer des vacances, ouais. Tu te dis que ça peut devenir un très très bon pote. Le problème, c'est que tu sais pas dans quel état tu rentres chez toi, si tu auras tous tes membres, si tu seras, voilà, pas les deux pieds coulés dans le béton dans la Méditerranée, et on fera passer ça pour un suicide. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est quand même un personnage bien trouble, bien trouble. Du coup, ouais, on a commencé à parler de ce dossier qui est quand même assez dingue. Ah, Jadon Sancho. Jadon Sancho voudrait revenir à Dortmund selon Bill. Ah, c'est dommage parce que c'est un an trop tard après son très bon prêt qui avait été fait entre janvier et juin 2024. Son quotidien allemand, gauche de 25 ans, serait même prêt à diviser son salaire par deux pour rejoindre le BVB, où il a inscrit 53 buts et livré 67 passes décisives en 58 matchs de compétition. C'est quand même un très bon bilan ce qu'il a au BVB. Et ouais, c'est que de temps perdu pour Jadon Sancho. Après, il arrive à United, ça pouvait être une bonne idée, mais c'est comme tous ces joueurs offensifs qui sont arrivés, les Anthony, tout ça, les Højlund, ça a été des montants qui sont Mason Mount, c'est tellement dingue pour finalement un apport qui est très très faible. Après, je trouvais que l'option Juve c'était bien, mais pour moi, Sancho, j'ai envie qu'il se relance là-bas et ça me paraît bien, Dortmund. Ça me paraît très très bien. Il y a un besoin à ce poste en plus, avec notamment le départ de Bino Gittens. Donc ouais, enfin une recrue à Dortmund et pas des moindres quoi. En plus de Job Bellingham, le frère de A. On a parlé de transferts bizarres, de choses troubles en Russie. On y va aussi sur Serge Aurier qui arrive à Persépolis en Iran. Alors là, faut vraiment aimer le foot et surtout l'aventure. L'arrivée d'Aurier intervient 2 jours après que Steven Nzonzi a annoncé son départ du Sepafan FC pour des raisons de sécurité dans le contexte d'un regain de tension géopolitique entre l'Iran et l'Israël. Ouais, c'est vrai que Ben Yedder, il a aussi lui rompu son contrat. Classé 3ème de la Persian Gulf League en 2024-2025, le Persepolis FC a officialisé ce jeudi dans un communiqué l'arrivée du latéral droit de 32 ans, libre depuis son départ de Galatasaray en juillet 2024. Ah oui, c'est-à-dire qu'Aurier, l'an dernier, il n'a pas joué du tout. Bah, tu vois, je t'ai passé à côté de cette info. Pour moi, Aurier, il y a, je vais pas dire une faille, mais ouais, pour moi, soit il était à Nottingham, soit il était à Galatasaray. Il a peut-être fait cette pige à Villarreal, mais j'ai vraiment, je suis passé à côté. Merci beaucoup, Rafa. Première fois sur le live. Merci beaucoup, l'ami. Ça fait bien plaisir de voir de nouveaux visages. Non pas que je n'aime pas les réguliers, hein, bien sûr, hein, mais plus on est de fous, plus on rit. Le LOSC recherche un latéral gauche et apparemment ce serait Romain Perrault, passé par Brest et Nice et qui est au Betis. Parce que vous savez que nos amis de Lillois ont un besoin vital de recruter ce joueur. Puisque on a Ismaili qui a été laissé libre. On a Mitchell Baker qui est revenu à Atalanta. Il voulait pourquoi pas le récupérer, mais il s'est fait les croiser. Et t'as Goodmanson qui est parti à Leeds. Donc il fallait évidemment un joueur immédiat là, pour la reprise du championnat. Est-ce que Romain Perrault c'est la meilleure solution? Je pense que ça n'est pas trop cher. Moi, vous savez, dans un mercato idéal, j'ai proposé Gideon Mensah. Peut-être que Gideon Mensah aurait été plus cher qu'un Romain Perrault, mais Gideon Mensah, c'est pas non plus un joueur qui vaut 10 millions d'euros. Mais j'aimais bien dans sa progression de voir ça, quoi. Donc, ouais. Ouais, le petit Vincent Burlet, c'est vrai qu'il a fait un très bon prêt au Mans. Mais en vrai, Perrault plus Burlet qui alterne entre Europa League, Coupe de France, voire quelques apparitions en Ligue 1, ça peut être bien. Ça peut être bien de voir ça, ouais. Donc on va suivre ce mercato lillois qui doit encore avancer avec le gardien, le départ bien sûr de Chevalier au PSG. Et l'attaquant, Igaman ou un autre, on attend toujours ça. Elche qui annonce la signature de Martin Neto en provenance de Benfica. Contrat de 3 ans. International Espoir qui a été prêté à Rio Ave. En passé, ok. Eric Garcia va une prolongation de contrat sur le journal Espagnol Sport. Le défenseur serait proche de prolonger avec le Barça. Contrat qui se termine en juin 2026, qui pourrait être prolongé de 4 ans jusqu'en 2030. Pour lui, c'est bien. Hein. Franchement, il se mettrait très très bien. Ah, ça serait qu'on parle beaucoup du mercato olympien dans le sens des arrivées, mais il y a encore des départs à régler. Bon, il y a Ismaël Koné qui s'est engagé avec Sassuolo, avec un prêt avec option d'achat, je crois, quasi obligatoire. Tu parlais aussi de joueurs qui sont dans le loft, comme Moumania. T'as pourquoi pas des Lirola, des Mopé qui pourraient s'en aller. Jonathan Rowe, du coup, qui serait vraiment suivi par l'Atalanta, qui voudrait le prendre pour remplacer, pourquoi pas,
Ademola Lookman qui partira à l'Inter. Intéressant. Après, moi, Jonathan Rowe, je garde quand même à l'OM parce que dans la rotation, avec tous les matchs qui vont s'enchaîner, je pense que c'est un joueur qui peut t'apporter. Et non, Zegomine, pas de nouvelles sur Neymar, même si, comme je vous l'ai dit, j'aurais adoré, vraiment, j'aurais adoré premier degré, voir ce transfert de Neymar aboutir. La Ligue 1 a besoin de ce genre d'histoire, la Ligue 1 a besoin de ce genre de truc un peu surnaturel. Et pour moi, le transfert de Neymar, qui n'a aucun sens, ça aurait été parfait de voir ça aboutir. Mais ce qui est drôle, c'est que certains m'ont dit, ouais, quand j'ai fait le premier post, certains m'ont dit, non, mais Neymar, c'est pas un gouffre financier, tu vois, bon, il y a les ventes de maillots, il y a tout l'engouement, ok, et surtout le salaire, bon, bah, il est à 160K à Santos, il a baissé. Et en fait, c'est quand tu commences à gratter le plâtre, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste un salaire sportif, c'est que Neymar, il y a aussi du droit à l'image, et en gros, bah, Neymar, il coûte quasiment 1 million d'euros par mois. Donc, il faut quand même pouvoir l'assumer, quoi. Mais bon, après on sait que le transfert remboursé direct avec la vente de maillots, quand tu sais les marges que prennent les fournisseurs, les équipementiers, il faut vendre beaucoup de maillots de Neymar. Et je te dis pas juste 100 000 ou 300 000, c'est qu'il faut en vendre énormément. Donc après, voilà, hein, c'est une rumeur qui fait sourire. Qui fait sourire. Moi je le dis, ça a aucun sens, c'est sorti de nulle part. Ça envoie plein de messages contradictoires, mais c'est le petit kiff de l'été. On a aussi besoin de ça des fois, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, qui partent droit dans le mur, je trouve, quoi. Unai, c'est vrai qu'on a Unai dans les joueurs un petit peu du loft côté Marseille. Unai qui revient d'un prêt au Panathinaikos, c'est bien passé. Ça parlait beaucoup d'Unai à Gérone, mais ça bloquait sur l'offre 50% rachat du joueur. Unai, tu vois, à Séville par exemple, ça me plairait pas mal, tu vois. Unai, je pense qu'il a vraiment le jeu pour aller en Liga. Bah, d'ailleurs, on se souvient que Luis Enrique, quand il y a eu le fameux Maroc-Espagne à Couillon du 22, il avait dit, mais d'où sort ce joueur? Et je pense qu'en Espagne, un Unai, il s'éclaterait beaucoup, quoi. Bah, Unai, en fait, c'est un rendez-vous pareil manqué, mais là, enfin, quand tu vois le monde qui est au milieu de terrain est beaucoup plus opérationnel et peut-être qui correspond mieux à l'idée de Zerbi, autant le faire partir, quoi. Ouais, Unai à Gérone. Moi, je trouve que à Séville, ça aurait son petit faux. Rennes Van Meister à Pise. Ouais, ça, c'est le genre de joueur, tu sais, quand tu feras des quiz Sporcle, tu t'en souviendras peut-être pas forcément que ce joueur a joué à Rennes, qui a marqué un but de mémoire contre l'OL, non? Ce fameux match de 3-0 où tout le monde s'était emballé sur le Stade Rennais en août dernier. Le montant du transfert estime à 5 millions d'euros pour un pourcentage significatif sur une future revente. L'opération va permettre au Stade Rennais de libérer une place dans son quota de prêt. Ouais, ça c'est pas mal. Il est arrivé, mais il est arrivé cher, non, Meister, de mémoire. Franchement, je crois qu'il avait coûté un petit montant, hein. Je crois que c'était assez conséquent. Meister, 9 millions d'euros. Franchement, c'est quand même costaud, hein, pour un mec qui a joué 4 bouts de match. Ouais, voilà, hein, il y a des trucs, tu peux t'en sortir derrière, mais 9 millions d'euros, c'est pour 4 matchs, c'est pas évident, quoi. Et après, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans la besace comme information? Franco Schiaren, bah voilà, tu vois, on parlait du mercato du Stade Rennais. Franco Schiaren, ça brûle. Le Stade Rennais finalise les derniers détails avec Galatasaray pour obtenir le prêt avec option d'achat du piston droit Premissa Frankowski. Bah ça, pour le coup, beau renfort pour eux. Ça, par contre, c'est vraiment un très très bon mouvement. Frankowski était aussi suivi par le Paris FC. De mémoire, je crois que je sais plus si ça avait parlé d'un retour à Lens, ou si c'est vraiment un truc utopique de ma part. Mais ça, franchement, ça serait sympa de le revoir en Ligue 1 parce que bah, pour le coup, en plus, dans le système d'Habib Bey, t'as perdu Assignon. Tu fais venir lui, t'as plus qu'à trouver. Bah non, t'as déjà le remplaçant de Truffert avec Merlin. Donc en vrai, tu passes de Truffert Assignon à Merlin Frankowski. T'es bien, franchement, c'est bien. Ouais, c'est vrai que ça a l'air trop élevé, c'est que Frankowski, je pense que maintenant que le RC Lens est rentré dans une ère un petit peu de limite, c'est peut-être un petit peu trop élevé. Mais oui, c'est vrai que le Racing Club de Rennes, c'est vrai que Rennes, ouais, tu retrouverais du Samba, du Christopher Wu, du Fofana, du Frankowski. C'est vrai que ça a beaucoup d'air de Bollard en plus d'Arnaud Pouille, quoi. Ouais, c'est vrai que ils sont inspirés. Juste, j'ai vu un dernier transfert qui est quand même assez significatif. Dan Ndoye qui arrive à Nottingham Forest en première ligue en provenance de Bologne. Transfert à 40 millions d'euros. Alors on sait que Nottingham recherchait un ailier avec le départ d'Elanga.
mais c'est quand même un très très beau transfert pour lui, parce que c'est une belle trajectoire. Pareil, je vous ai dit, peut-être dans les joueurs qu'on a oubliés qui sont passés en Ligue 1, Dan Ndoye, c'est quand même un nom. Il attendait le Napoli de Conte. Mais là, pour le coup, c'est une très belle progression. Moi, j'ai beaucoup aimé son Euro 2024. J'ai bien aimé son activité avec Bologne. C'est vrai que 40 millions d'euros, c'est très cher. Bah, là, je pense que t'enlèves le label PL. Je pense que c'est moitié moins. Je pense que c'est ça. 40 millions, c'est toujours moins que ce que Textor a fait à ce club. C'est vrai que quand tu prends ça en compte, finalement, Dan Ndoye, il vaut un Matt Turner et un Niakate. Et là, pour le coup, est-ce que c'est une très belle affaire? Enfin, vraiment, c'est pas mal du tout, quoi. C'est vrai que si tu le prends avec cette perspective-là, Nottingham se met plutôt bien. Mais par contre, le prix est conséquent. Mais sur le profil du joueur, c'est bon petit kiff et intéressant de le voir en PL. C'est pas un ailier qui stade beaucoup. Par contre, je le trouve très intéressant dans son activité. Et ça, dans le Forest de Nuno Espirito Santo, je pense que vraiment, c'est un joueur qui match très très bien, quoi. Bon, les amis. On a pas mal parlé des actus du jour. On a fait un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on voulait voir. Il faut qu'on parle, évidemment, de l'Olympique de Marseille qui décide de bouger très très sérieusement sur Joël Ordóñez. Et là, on serait quand même sur un cas assez significatif. Moi, je l'ai dit clairement sur Twitter, c'est un transfert qui peut te faire changer de dimension. Évidemment, on n'a pas toutes les garanties à 100% que le mec soit une réussite totale, soit parmi les meilleurs défenseurs. Il peut toujours se passer les choses dans un contexte, on sait jamais. Mais à 95%, je suis persuadé que vraiment c'est une super recrue. Enfin, je le redis, Ordóñez, il fait partie de cette excellente jeune génération de l'Équateur, comme les Pacho, comme les Caicedo, comme les Stupinian, comme les Hincapié ou les Kenry Paez. Il a été formé à l'Impenete del Valle, cet excellent centre de formation en Équateur, qui est pas très loin de la capitale de Bogota, à Sangoil de mémoire. Et vraiment, c'est une équipe qui s'est spécialisée dans la détection de jeunes joueurs dans tout le pays, et c'est une académie qui est pour moi l'une des meilleures au monde désormais. Franchement, c'est assez épatant et on a envie de voir l'Équateur continuer à progresser. J'ai très envie de voir cette équipe à la Coupe du Monde 2026, mais je pense qu'avec tous ces jeunes joueurs qui doivent encore grandir à apprendre, l'Équateur sera peut-être vraiment l'outsider à craindre. Bogota, excusez-moi, c'est Quito, excusez-moi pour la confusion géographique. Pour moi, l'Équateur en 2030 sera vraiment l'équipe à suivre de très très près, en outsider, mais vraiment assez haut, quoi. Donc intéressant. Et puis Joël Ordóñez qui est passé du coup de l'Inpenete del Valle à Bruges, d'abord chez le Bruges Next Gen, ce que je vous ai dit en début d'émission. C'est une équipe vraiment U23 comme tu as avec la Juve. Tu as vraiment cette idée d'avoir une réserve plus où tu as des joueurs qui sont prêts pour l'équipe première, mais tu laisses entre eux, et puis dès qu'il y en a un qui peut être prêt, tu viens le chercher, et c'est là où tu vas aller voir ce que ça donne. Et Joël Ordóñez, ça fait un petit moment qu'il est arrivé en Belgique, et depuis plusieurs saisons, désormais, tu as l'impression qu'il s'éclate totalement là-bas. Moi, je vous le redis, je trouve que c'est vraiment un super renfort sur le papier. Là, il y a des questions qui sont importantes, c'est vrai, quand on parle de Joël Ordóñez, c'est évidemment son poste. Vous pouvez voir qu'il a joué beaucoup de ses matchs à Bruges en tant que défenseur central. Les 4 derniers avec l'Équateur, il les a joués en tant que latéral droit. Pour moi, pareil, c'est à 90% un central. Il peut dépanner en tant que latéral, mais le principe d'avoir un Ordóñez sur le terrain pour avoir la quintessence de ce qu'il peut te donner, c'est de le mettre là. Moi, de ce que j'ai pu observer de lui, 1m88, très mobile, physiquement athlète accompli, un petit peu comme Pacho. Qu'est-ce qu'il y a comme limite? Je vous l'ai dit, si à 21 ans, c'est pas pour manquer de respect, mais si à 21 ans il est à Bruges et que l'OM peut l'acheter à ce prix-là, dans un autre monde, s'il était très très fort, il serait déjà à Liverpool, au PSG. Mais c'est un potentiel que tu achètes. Par exemple, l'OM était aussi intéressé par Flamingo du PSV Eindhoven. Je trouve à l'instant T Flamingo davantage prêt qu'un Ordóñez, mais sur le potentiel, Ordóñez pour moi est plus fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, Flamingo, tu vas acheter un mec qui est prêt immédiatement, qui va t'apporter des garanties. Je pense qu'il est plus mature. Mais un Ordóñez, par contre, d'ici 2-3 ans, il peut
peut vraiment péter et devenir ce défenseur à 50, 55 millions, 60 millions d'euros, quoi. Donc vraiment c'est fort. Bah, merci Enzo pour le constat. Dans le profil je trouve que c'est l'inverse, Pacho, excellent dans le jeu avec ballon mais plus de limites défensives. Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes 2-3 vidéos d'Ordonez, il y a des sautes de concentration, des fois qui te sautent aux yeux, mais t'as des sautes de concentration, mais ça n'arrive pas tout le temps. C'est pas Lilian Brassier sur les 6 premiers mois, voilà, qui va te faire des frayeurs. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a une grande confiance en lui, donc des fois, bah, ça peut être un excès qui peut lui entraîner de perte de balles dangereuses. Par contre, c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, enfin, je trouve que c'est un défenseur qui est très complet. C'est pour ça que voilà, enfin, je trouve qu'il va très très bien avec cet Olympique de Marseille là, physiquement apte. À voir si c'est avec Balerdi, est-ce que Balerdi va rester ou partir, mais j'ai l'impression que pour l'instant ça va plutôt vers un joueur qui resterait là. Non, franchement, sur le transfert, quand j'ai vu sortir ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez épatant de la part de l'OM, de Benassia, de Longoria, d'aller sur ce marché-là. Et surtout, bah, on n'a peut-être que des sources équatoriennes, tu l'as dit, hein, mais on parlerait déjà d'un transfert à 28 millions d'euros, 15% de revente. Bruges n'était pas dans l'obligation de vendre, parce qu'ils ont déjà fait de belles ventes cet été avec Talbi, De Kuiper. On a Jachari normalement qui devrait partir au Milan. Le petit bémol, c'est qu'apparemment il aurait séché l'entraînement et qu'il serait pas dans le groupe pour le match demain contre Malines. Donc un joueur qui irait forcément au clash avec Bruges pour partir à l'OM. C'est-à-dire que bon, bah, si dans 2-3 ans il fait ça pour rejoindre Liverpool et City, bon bah tu sais peut-être ce que tu auras. Donc tu sais que c'est un joueur qui va t'apporter beaucoup. Mais après bon, je parle de si dans l'hypothèse où ça se conclut. Mais bon, si tu vois, c'est un gros caractère, est capable d'aller au bras de fer avec Bruges, c'est quand même l'équipe qui t'est arrivée en Europe. Donc voilà, faut s'attendre à ce que ça puisse peut-être péter dans quelques années, quoi. La défense à 3 avec Balerdi, Ordonez et Medina, c'est du sérieux. Bah justement, dans l'animation, je suis très curieux de voir ça. Après, on sait qu'on aime beaucoup certaines permutations de postes. C'est pour ça peut-être qu'il veut un Timothy Weah à droite. Peut-être qu'on aura un Pachao à gauche avec Pachao un peu plus haut. Et un Medina qui ferait ce troisième central latéral. Tu auras un Højbjerg qui redescendrait derrière. Enfin, tu as beaucoup de possibilités, on sait, avec deux Zerbi, pour avoir des joueurs un peu malléables. On parle beaucoup de cette expression football liquide. Des fois, on met un petit peu ce qu'on veut dedans, mais c'est vrai que tu as beaucoup de possibilités tactiques et on sait que De Zerbi, c'est quelqu'un qui tente beaucoup. Là, si tu lui donnes un Ordonez également, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Et c'est le genre de coup que j'ai envie de voir en Ligue 1 et aussi de la part de l'OM. C'est-à-dire un truc un peu ambitieux qui claque. C'est très très bien tous les transferts qui ont été faits. Tu vas chercher de très bons joueurs en Ligue 1 comme Medina, Angel Gomez. L'an dernier, tu as pris du calibre international, du Rabiot, de la valeur sûre de PL, Højbjerg. Tu as été malin sur le mercato en relançant Guéry. Maintenant, ce que j'attends, c'est peut-être aussi ça, c'est que l'OM se positionne de nouveau sur ce marché des jeunes joueurs à très fort potentiel. Et là, bah, Ordonez, ça rentre totalement dans le cas, quoi. Bruges, faut voir comment c'est la prison là-bas. On voit comment ils ont géré le cas Jachari. Bah, Jachari, c'est ouf parce que Jachari, il est aussi courtisé par le Bayer Leverkusen. C'est vrai que mercato idéal PSG, je me suis dit que Jachari, c'est un joueur qui pourrait être intéressant sur ton milieu de terrain. Mais Jachari a dit qu'il voulait que rejoindre le Milan. Donc il a donné sa parole, ça c'est chouette. Mais maintenant, bah, faut que ça puisse s'entendre entre les deux clubs. Et Bruges, ouais, bah, ils sont durs en affaires. Après, bah, ils sont en position de force. C'est un club qui forme, qui post-forme très très bien, qui a une excellente capacité à détecter les talents sur le marché sud-américain, européen. Et pour le coup, bah, je me dis que par contre, si Ordonez part à ce prix-là, je trouve que c'est bien négocié de la part de l'OM. Parce que Ordonez, comme je vous le dis, il pourrait y avoir une espèce de surenchère avec pas mal de clubs qui se positionneraient là-dessus. Enfin, moi, tu vois, si en début de mercato, encore une fois, tu m'avais dit ça y est, le PSG se sépare de Beraldo, ils vont chercher un troisième central, bon, t'as Zabarni, mais peut-être que tu peux aller chercher du Flamingo ou du Ordonez, j'aurais pas du tout été surpris, quoi. Donc c'est vrai que sur le coup, c'est chouette. J'aime bien, mais si c'est dans l'idée de revendre 35 millions, c'est assez cher. Après, ça fait plaisir d'avoir des grosses recrues jeunes hors PSG. C'est ça, c'est que pour l'intérêt de la Ligue 1, si... Après, je pense que l'an prochain, pour le titre, voilà, le PSG sera évidemment de nouveau là, favori, il n'y a pas photo. Mais moi, ce qui m'intrigue dans cet Olympique de Marseille, c'est leur parcours européen.
On a envie de voir un OM sortir de la phase de groupe, aller minimum barrage, pourquoi pas huitième de finale. Je pense qu'ils en ont les capacités s'ils font pas n'importe quoi. Vraiment, c'est là où j'attends le plus l'OM. Alors évidemment, le championnat, ça reste important parce que faut retourner régulièrement en Ligue des Champions. Financièrement, c'est important pour la valorisation du club, pardon. Mais d'un point de vue mercato, marché des transferts, aller chercher un Ordonez, franchement, chapeau. Hein. C'est pas pour me faire saucé par les supporters marseillais pour être bien vu, mais vraiment je trouve que sur le papier c'est un très très beau coup. Franchement, si ça va au bout, chapeau. Je me dis que l'OM se montre capable d'aller sur ce marché-là, jouer des coudes pour taper ce type de joueur. Ouais, c'est pas mal quoi. T'as vu que ça parle de Gutiérrez aussi. Alors j'ai vu que ça parlait de Miguel Gutiérrez, le latéral de Gérone, mais Naples apparemment aurait assez vite dégainé pour aller le prendre. Donc je pense qu'il y aura statu quo là-dessus. Et après écoute, le mercato phocéen. Ce sera intéressant de voir la massarelle de l'OM à la fin de ce mercato. Ouais, comme toujours. Mais si tu fais partir tes indésirables et si tu vas chercher, tu vois, 1-2 joueurs de complément, milieu de terrain, voire défense pour avoir un effectif étoffé d'ici la fin du mercato et de jouer sur tous les tableaux, moi je trouve que ce mercato, après, ce que je vous dis, comme toujours, c'est qu'il y a un mercato qui est très sympa sur le papier et je trouve que celui de l'OM rentre totalement là-dessus, mais qu'il faut encore juger le terrain. C'est que t'as pas la garantie que toutes ces recrues marchent. Sinon, l'OM serait champion de France avec 10 points d'avance et voilà, ce serait un monde idyllique. Mais pour le coup, il faut encore attendre de voir ce que ça va donner, quoi. T'en penses quoi d'Aubameyang? Le retour d'Aubameyang, par contre, je comprends pas. Guéry, Mopé, Mopé doit partir. Je pense que Mopé va partir. Je pense que Mopé, c'est en train de faire chauffer les téléphones d'agents, de clubs anglais, bas de tableau Première Ligue ou alors au Championship, et il va partir, je crois. Mais moi, je l'ai dit, Aubameyang, c'est aussi malin parce que c'est un mec qui connaît bien le club, déjà, qui connaît bien la Ligue 1, qui est encore affûté, qui va rendre des services, qui a un tonton dans le vestiaire. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. En vrai, tu sais qu'il va te marquer normalement sa dizaine, quinzaine de buts, ça va être fort. Champion de France, on va se calmer quand même. Non, mais c'était une vanne. C'était en mode. Ce que je disais, c'est que si à chaque fois qu'on faisait un mercato et qu'on était hyper emballé sur le papier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ton club serait champion de France et puis voilà, tout se passerait bien. Par exemple, un Lilian Brassier, sur le papier, c'était sympa comme renfort parce qu'il sortait d'une très bonne saison à Brest, faut le dire. Et après, le contexte, la pression, les erreurs, ça a totalement fait sortir le truc. Et là, tu vois, il est reparti à Rennes, ça se passe un petit peu mieux. Mais oui, ce que je dis, c'est que dans un mercato, il y a des joueurs qui vont être très hauts, et des joueurs qui vont être des 6/10, il y en a d'autres qui vont être des déceptions. Et ça sera peut-être malheureusement le cas aussi pour cette OM 25-26, mais on est quand même à un mois de la fin du mercato. Ils ont déjà pris CJ Ganrele, Medina, t'as Angel Gomez, t'as Pachao, t'as Aubameyang, t'as peut-être Ordonez. Franchement, t'as très très bien avancé. Il y a des clubs qui sont un peu plus en panique. Et puis surtout, on l'a dit, il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui dépensent pas. On attend le PSG qui va lancer son mercato avec Zabarni, etc. T'as Strasbourg qui a très bien dégainé. T'as le Paris FC. T'as d'autres clubs qui temporisent un petit peu. T'as, tu vois, Rennes, Lens qui commencent à y aller. Mais ouais, c'est vrai que là, l'OM est bien présent, quoi. Merci beaucoup, Merab. Merci, mon pote, pour le petit abonnement offert. Ce que j'aime bien pour Marseille, c'est que tu as des jeunes comme CJ, Ro, Pachao et des joueurs d'expérience comme Ravo Heuberg, Oba. Un bon compromis, je trouve, de jeunes et de moins jeunes. En fait, ce qui serait pas mal pour l'OM, c'est qu'on parle beaucoup de ces jeunes que tu es allé chercher sur le mercato, mais ce serait bien aussi d'avoir des jeunes du cru. Les Bacola, Robinho Vaz, tu vois, c'est des joueurs qu'on a commencé à voir, que j'ai trouvé vraiment intéressants, pertinents, mais les voir un peu plus, pas juste 45 minutes en Coupe de France ou 3 minutes en Ligue 1. Je pense que c'est des joueurs qui méritent d'avoir... Voilà. Après, c'est le projet de l'OM, c'est toujours compliqué de lancer... voilà, parce que bon, t'as un juste milieu à respecter. Tu peux pas demander à Daryl Balcola de faire une saison là comme ça à 40 matchs. Non. Et par contre, avoir une place dans la rotation, tu vois, un Bilal Nadir, je trouve que c'était pas mal. C'est un petit peu ralenti. Et là, Bilal Nadir, ça parle de lui, pourquoi pas d'un prêt à Lorient. C'est en vrai, Bilal Nadir, tu vois, j'aurais pu moi, ça me dérangeait pas de le voir rester à l'OM pour la rotation. Je trouve que c'est un joueur qui a montré de belles choses, sans dire que c'est un crack incroyable. C'est ça aussi la pression quand t'es jeune à Marseille, c'est que
t'arrives en équipe première, direct, on va se dire, bon, bah, c'est le nouveau Nasri, le nouveau Camara. Non, non. C'est chaque jeune a son parcours, sa trajectoire, et tu ne peux pas faire des plans sur la comète et te dire, bah, lui, il va péter aussi bien, alors que faut respecter des étapes, quoi. Tu vois, Enzo Sternal, finalement, il est parti en Anderlecht, il n'a pas voulu être plus patient que ça, mais aussi, c'est les changements de génération. C'est qu'il y a quelques années, Nasri, il a démarré très tôt en jeune, mais ça se trouve, Nasri, peut-être que même s'il a démarré tôt en jeune à 16-17 ans, peut-être qu'il s'est dit, mais non, moi, dès 16 ans, je vais être en équipe première, et si vous ne m'offrez pas ça, je me tire. Et du coup, désormais, c'est vrai que les jeunes joueurs, ils ont plus le temps, quoi. Et sinon, ils se disent, tiens, j'active un autre club, je vais voir ailleurs. Donc ça, c'est le revers de la médaille, comme on dit. Donc ouais, Joël Ordóñez, pour résumer, un défenseur très intéressant, balle au pied, mobile, physiquement nickel, des petites sautes de concentration, attention aux automatismes, à des questions de placement des fois avec son latéral, tout ça. Mais sinon, à 80, je suis emballé à 100% même, il n'y a pas de 90%. Je trouve que c'est pour l'OM, quand t'es l'Olympique de Marseille en 2025, attirer ce genre de joueur, c'est super. Franchement, c'est une très bonne nouvelle pour le club, pour la Ligue 1. J'espère que ça ira au bout, cette histoire. Mais c'est un des meilleurs prospects en Europe, en Amérique du Sud, au monde tout court, de ce qui peut se faire en défense centrale. 21 ans en plus. Tu sais que si ça se passe bien à Marseille, si c'est un crack, tu le revends le double. Et surtout sportivement, il peut t'apporter beaucoup, beaucoup de bonnes choses le temps qui restera, quoi. Donc franchement, moi, c'est totalement validé. Salut Scipion, t'en penses quoi de Otavio au Paris FC? Tu vois qui à la place de Chevalier à Lille? Otavio à Porto, j'ai pas non plus le coup de foudre, mais je pense que pour un club promu en Ligue 1, ça peut être une bonne recrue. Attention parce qu'il a coûté cher et je suis pas non plus. C'est pas un Ordóñez, hein, même si ça reste un jeune défenseur central dans sa catégorie. C'est un mec qui a quelques petites lacunes. Donc moi, j'attends de voir, mais je trouve que c'est bien pour le Paris FC d'aller sur ce type de joueur. Et si ça se passe bien, pareil, tu récupères un élément qui peut beaucoup, beaucoup t'apporter. Quelle est la nationalité? Ordóñez, il est équatorien. Et Otavio est brésilien. Ouais, j'ai vu les supporters de Porto dire que c'était super vendu. 17 millions d'euros, je pense qu'ils se frottaient les mains, quoi. Je pense qu'ils étaient plutôt ravis. Et oui, mon cher Billetto, j'ai déjà parlé du cas Matt Turner à l'OL. Que dire du cas où ça mérite un coup de fil à Julien Courbet pour résoudre ce conflit de voisinage. Parce que là, on est plus que sur du football. On a quand même un cas intéressant à discuter pour continuer. Le point sur le numéro 9 de l'Olympique de Marseille. On a deux clubs qui sont intéressés par Benjamin Sesko. C'est vrai que dans le cas où Isaac partirait à Liverpool avec un transfert à 140 millions, 130 millions, je ne sais quel montant, c'est vrai que moi je me dis Sesko, même si Newcastle c'est pas le top club européen et que il se dirige normalement vers cette catégorie, Newcastle est un club qui travaille très très bien et je trouve que ça aurait du sens pour eux de prendre Sesko et peut-être d'ici pareil 2-3 ans de le revendre à un prix dépassant les 100 millions d'euros. Sauf que tu as aussi Manchester United qui est intéressé. United qui a déjà dépensé 150 millions d'euros pour deux attaquants. C'est vrai que certains pourraient dire qu'il y a deux priorités, mais le message envoyé, c'est que si tu t'intéresses à Sesko alors que tu as déjà claqué autant, c'est vraiment que Højlund et Zirkzee, faites de votre mieux les potes, mais l'an prochain, ça va être dur, quoi. Et après, c'est vrai que je le redis, Sesko, franchement, sur le papier, l'attaque avec Mbeumo Cunha, je trouve que ça envoie, quoi. Honnêtement, c'est trois joueurs qui peuvent faire beaucoup de bonnes choses, de dégâts. Ils évoluent pas tous dans le même registre. Après, Shot, il dit « J'espère pour Sesko que si un Newcastle n'est pas Manchester United, le club qui fait couler tous les joueurs. » C'est vrai qu'United, tu as un petit peu cette aura, cette malédiction. Mais c'est sûr que à l'instant T, peut-être que dans 2-3 ans, United sera revenu au top avec Ruben Amorim. On se sera tous dit « Waouh, ils sont passés par des moments très très durs. Là, ils redeviennent un club dominant. » Et je pense que c'est cyclique, moi. Je pense que ça fait partie des clubs, des gros clubs, qui vont connaître un bas très bas. Le Milan l'a eu, l'Inter l'a eu, le Barça, post-Covid, on était là. Le Real, fin des années 2000, avant le gros mercato 2009, y a été.
Je pense que Manchester United est dans cette période. Chelsea l'a eu aussi. Chelsea l'a eu il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, ils sont bien revenus. Je pense que United est dans ce cycle-là un peu infernal. Un jour, ils en sortiront. Je ne sais pas quand. Oui, c'est vrai que le cycle, il commence à être très long. Là, c'est vrai que la machine, elle dure. Là, il faut que tu t'inquiètes. Hein. Mais ils ont envie de sortir de cette torpeur. Ouais, Arsenal aussi. Bah, je voulais dire, Arsenal, il y a eu des compos très très sombres. United, c'est le seul à avoir connu un bas aussi lent et qui ne soit pas lié à l'économie. Après, qu'est-ce qu'on entend par bas? Parce que moi, pour bas, c'est vraiment un club qui est plus en Ligue des Champions et qui ne lutte plus pour les premières places. United a terminé sur le podium de PL encore il y a 2 ans, non? Avec Ten Hag. Donc, ça a reculé dans la hiérarchie. Ça, on est tous d'accord. Bah, on est obligé de le dire, de toute façon. Mais pour moi, ils ont atteint le gouffre. Je sais pas s'ils peuvent descendre plus bas. T'as terminé 16ème de Première Ligue. T'as perdu la finale de l'Europa contre Tottenham. Du coup, tu vas pas en Ligue des Champions. T'es pas européen l'an prochain. T'as une situation financière qui est très compliquée. Avec Radcliffe qui prive les employés de goûter, tout ça. Enfin, vraiment des choses un peu lunaires. Mais tu continues à faire des gros mouvements sur le mercato. C'est ça qui est intriguant. Ils peuvent se faire reléguer. Ah oui, c'est sûr que moi, dans mon esprit, ils sont pas en danger pour la relégation. Pour l'instant. Moi, je pense que là, ce qui s'est passé ces derniers mois, semaines, ça, c'est vraiment le moment où tu es au plus bas. Et là, ils vont commencer à repartir petit à petit. Je dis pas qu'ils seront dans le top 5, top 6. C'est encore compliqué. Je trouve qu'il y a des lacunes à pas mal de postes. Mais ça peut pas être pire. Et voilà, tu as une pré-saison avec Ruben Amorim. Il n'est pas arrivé en cours de saison. Tu as des renforts. Même si ça coûte cher, Cunha Mbeumo, c'est quand même parmi les meilleurs buteurs de PL l'an dernier. Normalement, c'est des mecs fiables, des garanties. Et je pense qu'United aujourd'hui a besoin de ça. C'est plus l'heure des paris. C'est plus l'heure de se dire, bah tiens, on va mettre des 35 millions sur Patrick Dorgu. On va tenter de relancer tel joueur. Putain, c'est vrai qu'ils ont mis 60 millions sur Ugarte. Après, ils ont mis 60 millions sur Euro. Ça, pour le coup, Euro, je suis persuadé que ça va devenir un très bon élément. Mais c'est une dinguerie d'avoir des fois des investissements, des trucs où t'as tellement pas le nez creux. T'as ce fameux Mercato 2023, on me l'avait envoyé avec Reguilon, avec Højlund, Onana, Amrabat, Mason Mount. Putain, pour l'apport qui est tellement faible sur le papier. Tu prends Onana qui sortait d'une très très belle saison avec l'Inter. Ok, mais 2 ans après, c'est catastrophique. Dorgu, je trouve fort perso. T'aimes pas? Si, j'ai pris Dorgu comme exemple, mais tu payes très cher. Je vais pas dire un pari, mais c'est pas loin parce que Dorgu, tu vois, il sort juste de Lecce. J'aurais aimé avoir plus de garanties, mais je pense que Dorgu peut devenir un très bon joueur de PL et de United d'ici quelques années. J'aimerais bien voir Zirkzee en faisant une vraie préparation avec United, car il est ultra talentueux, ce joueur. Ouais, c'est vrai que Zirkzee, j'y crois plus qu'Højlund. Moi, je vous le dis, Højlund, j'ai du mal. Je pense que Højlund peut rebondir dans un autre contexte United. Zirkzee, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais, encore une fois, quoi, Zirkzee, 40 millions, tout ça pour ça. Ouais. Reguilon, c'était vraiment sympa quand il est arrivé. C'était un prêt, d'ailleurs, il est libre. Ouais, c'est vrai que Reguilon est libre. Et t'as pas beaucoup de monde qui se positionne là-dessus pour l'instant. Salut Scipion, comment vas-tu? Tu en penses quoi de Hadj Moussa? Je le trouve une bonne chose qui prolonge jusqu'en 2030 des eaux du Europost. Non, t'inquiète, t'excuses pas. Il était annoncé au Benfica. Moi, je pense que c'est bien parce que c'est un joueur qui a pas non plus une grande expérience dans un très bon club aux Pays-Bas et il va refaire la Ligue des Champions et tout. Donc moi, je trouve que c'est bien qu'il ait cette forme de stabilité, qu'il s'habitue à ça, à renouveler un petit peu ses saisons d'une telle manière. Là, c'était peut-être trop tôt de partir, mais sur le profil, que ce soit avec l'Algérie ou Feyenoord, Hadj Moussa, c'est très bien. C'est très bien, ouais. Watkins aurait été mieux. Bah, en fait, Sesco, c'est un peu comme Ordonez. Je m'explique. Sesco, sur le potentiel, c'est top 5 mondial, voire top 3. C'est un attaquant qui a tout pour casser la baraque et être le mec plus en 2028, 2030. Vraiment, il a un profil qui est trop kiffant. Maintenant, t'es un club qui veut des garanties immédiates. Et Sesco, quand bien même c'est excitant sur le papier, je trouve qu'il a des trous. Je trouve qu'à Leipzig, tu vois, il n'a pas fait le tour de la question. Il y a eu des ratés, il y a eu des blessures. Mais tu sais qu'au niveau du potentiel,
si t'arrives à le mettre dans le meilleur des mondes, un contexte idéal, ça peut péter très très fort. Franchement, c'est Sesko, j'en suis convaincu. Et pour qu'il pète très très fort, est-ce qu'il faut aller dans un United en reconstruction où bah, il y aura une pression décuplée, où ça va être vraiment scruté, ou est-ce qu'il faut aller à Newcastle, qui est un club pour l'instant qui travaille mieux, qui est mieux encadré, où tu as plus de garanties? C'est vrai que moi, si j'étais Sesko dans une logique de carrière, j'irais à Newcastle, j'irais à la place d'Isaac. T'as tellement de mecs pour lui donner des bons ballons, les Gordon, les Elanga, les Guimarães, les Joelinton, les Tonali, tout ça. C'est vrai que moi aussi, je choisis Newcastle. Mais oui, t'as l'aura, t'as le prestige United, qui est quand même assez fort, tu vois, dans la balance. Donc, je peux comprendre. Mais Sesko, pour moi, il sera prêt à 100%, pas de suite. Moi, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu pour le voir à son prime, comme disent les jeunes. Mais ce qui est sûr, c'est que Leipzig, ils savent qu'il y a un mercato qui est assez actif sur les numéros 9 et ils vont pas le brader. Tu en penses quoi de ce que je disais pour Newcastle? S'ils vendent Isaac à prix d'or, je fonce sur Rodrigo. Rodrigo 100 millions en Sergeant Spark serait un banger et je trouve de le voir jouer avec ce maillot, il manque du stade. Moi, j'ai du mal à imaginer Rodrigo à Newcastle. Pour moi, après, là, les options, elles commencent un petit peu à se refermer pour Rodrigo. Parce que le Bayern a pris Luis Diaz. Il y a Chelsea qui est en train d'acheter Xavi Simons, qui va peut-être faire Garnacho. En plus de tous les joueurs qui sont déjà dans le secteur offensif. Manchester City, j'ai l'impression que sur le mercato, là, ils temporisent. Ils vont plutôt prendre un latéral gauche comme Livramento. Un latéral droit, pardon. Comme Livramento. Rodrigo, t'as Tottenham, apparemment il a refusé ça. T'as Arsenal, mais qui a déjà pris Madueke, qui va peut-être prendre des ailes. C'est vrai qu'en fait, tu te dis que soit il y a le PSG, mais j'ai pas l'impression, parce qu'à gauche t'as Kvara et en neuf t'as Dembélé, ça tourne quand même très très bien. Soit t'as le zinzin de ce mercato, Liverpool. Et s'ils font et Rodrigo et Isaac, alors là, c'est juste fou. Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai que t'auras peut-être l'option Arabie Saoudite sur la table. Le 31 août, ça peut être le cas, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que on a eu beaucoup de joueurs qui ont agité le mercato sur cette première partie, avec Ekitike, t'as encore Isaac, t'as Gyökeres. Je pense que Rodrigo, ça va être vraiment le mec qui va affoler un petit peu durant le mois d'août, quoi. Parce que apparemment le Real, ça sent la fin. Même si pour moi il a encore le niveau et des choses à prouver. À voir. Scipion, tu regardes pas l'immense Anderlecht Aken barrage Europa League? Non, je termine mon petit tour d'horizon et après on va aller se poser devant quelques matchs de conférence. On va essayer d'aller choper un stream à l'arrache et puis voir. J'ai vu que d'ailleurs qu'Enzo il faisait le live tweet de l'AZ d'Alkmaar qui doit remonter. L'AZ d'Alkmaar qui a perdu contre une équipe finlandaise 4-3. C'est quand même un peu chaud parce que l'AZ d'Alkmaar en Conference League, ce serait quoi comme équivalent? Ce serait un peu le Benfica de la Ligue des Champions, un poil à gratter. Ça peut être un peu ça. Et d'ailleurs, je rectifie parce qu'on dit pas AZ Alkmaar. C'est comme je disais les Girondins de Bordeaux. C'est une répétition parce que dans AZ, il y a déjà Alkmaar. Mais j'ai fauté. Mais au moins, maintenant, vous sortirez de ce live avec une info qui changera sans doute votre vie. À part Sesko, je voulais qu'on fasse évidemment un petit focus sur le club qui pour l'instant est le plus riche de Ligue 1, celui qui dépense le plus, et c'est une demi-surprise, parce que Strasbourg, derrière c'est Bluco, Chelsea, donc ils ont les moyens. Mais petit à petit, ça commence à faire du beau monde qui arrivait à Strasbourg. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 nouveaux joueurs, en sachant qu'on a eu des départs avec Habib Diarra, Romain Risser, Marvin Senaya. On a eu beaucoup de joueurs, on va dire, intermédiaires, hormis Habib Diarra. Mamadou Sarr, il revient en prêt, il n'est pas marqué. Et tu as Petrovic et André Santos en
gros éléments quand même qui sont aussi partis. Donc tu as vraiment pour moi 3 cadres, David Diarra, André Santos et Petrovic qui sont partis. Et tu as quand même du beau renfort, quoi. Tu as Penders, gardien belge de Chelsea, qui va le remplacer. Tu as Maxi Oyedele et Pape Demba Diop qui arrivent au milieu de terrain en plus d'Amougou. Donc tu trouveras forcément le remplaçant d'André Santos là-dedans. Et également celui de David Diarra. Et après, tu as Joaquin Paincelli qui, je pense, va prendre la place de Sekou Mara en rotation derrière Emmanuel Emega. Et ouais, franchement, tu as du beau monde. Hein. Là, tu as un mercato qui est quand même assez fort. Liam Rossignol qui reste. Strasbourg, pour moi, va faire mieux que l'an dernier. Je pense que l'an dernier, ils ont fait 7ème. Ils se sont un petit peu écroulés sur la fin. On s'en souvient qu'ils auraient pu aller en Europa League, même en Ligue des Champions. C'est peut-être le petit défaut de jeunesse qui est inévitable, un manque d'expérience, de maturité, de sang-froid dans ce genre de moment. Pour moi, ils ont un effectif qui, je sais pas s'il s'est renforcé parce que c'est quand même des départs majeurs. Hein. J'adore Habib Diarra, j'adore André Santos, Petrovic a fait une deuxième partie de saison qui est assez dingue. Mais là, quand tu vois les mouvements et surtout d'autres clubs français qui sont peut-être moins à l'aise financièrement pour autant envoyer, je pense qu'ils peuvent faire mieux que 7ème. Et honnêtement, est-ce que c'est une équipe qui peut accrocher avec des champions ? C'est peut-être le dernier cap qui manque. Est-ce qu'on ne sera pas plus sur un 5ème, 6ème mais sur le papier. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Enzo. Rossignol qui reste, c'est certainement plus beaucoup. C'est vrai que Rossignol, sur ce qu'il nous a montré, avec ses idées, et d'être allé au bout, et d'avoir ce Strasbourg très énergique, qui sait mettre en place un très bon collectif, et aussi faire parler du gros talent individuel, où à tout moment c'est André Santos qui va déclencher de loin, c'est Emega qui est un neuf, pareil, on parlait du potentiel, Emega, pareil, dans 2-3 ans, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il sera dans la hiérarchie des attaquants, parce qu'il a un profil qui est extrêmement kiffant. T'as évidemment Petrovic, enfin t'avais des joueurs qui pouvaient briller, t'as Barco qui arrivait en deuxième partie de saison, qui a été incroyable au milieu de terrain, t'as Bakwa pour faire des étincelles, donc c'est vrai que ce Strasbourg-là a quand même été une excellente surprise. Il y a un débat aussi intéressant. Akali qui dit est-ce qu'on peut se plaindre d'un multipropriété ? Tu peux t'en plaindre bien sûr, parce que tu ne peux pas capitaliser très longtemps sur ces joueurs-là. Tu sais que le moindre élément qui pète, soit il sera vendu, soit il retournera à Chelsea. C'est-à-dire que si tu as un joueur très très fort, son espérance de vie à la Méno à Strasbourg, il sera d'1 an et demi, 2 ans, et tu peux être sûr qu'il ne restera pas plus longtemps, quoi. Par exemple, tu prends le cas de Bakwa. Bakwa, l'an dernier, il a fait une vraie belle saison. Enfin, en 2023-2024, il a fait une bonne saison d'adaptation à la Ligue 1. Et là, cette saison, il a vraiment eu une progression significative. Là, s'il reste, s'il fait une nouvelle saison à peu près entre 15 et 20 buts où il est impliqué, c'est peut-être sûr qu'il y aura un très très beau transfert, quoi. Mais le fait de changer autant de joueurs risque de bouleverser les automatismes avec les anciens et de créer un début de saison compliqué. C'est vrai que tu as beaucoup de renforts, mais tu as quand même des joueurs qui sont toujours là pour, tu vois, avoir cette mini-ossature. Je pense que ça va être ça le but du Strasbourg version Bluco, c'est d'avoir des joueurs, tu vois, qui sont un petit peu les garants du vestiaire pour ne pas avoir un 11 qui se découvre. Ismaël Doucouré, tu vois, qui est là depuis un petit moment. Abakar Silla, c'est sa 3e saison, même si c'est plutôt remplaçant. T'as Gueladoué, s'il reste, c'est sa 2e saison. Et lui, il est international ivoirien, c'est plutôt un joueur, même s'il est jeune, que je considère comme un cadre. T'as, tu vois, au milieu de terrain, c'est là où ça change le plus. Parce que t'as Mwanga qui retourne de son prêt du Havre. T'as Oyedele qui est un nouveau. T'as Barco qui est là depuis 6 mois. Amougou qui arrive. Pabnem Diop qui arrive. T'as Morira, Nanasi, 2e saison. Félix Le Maréchal, 2e saison. En attaque, t'as un peu plus de garantie avec Emega, Bakwa. T'as aussi des joueurs qui arrivent avec Panicelli également. C'est vrai que t'as quand même un effectif qui est assez fou, quoi. On a eu un petit tweet Erwigo, non peut-être pas un Erwigo, mais le Paris Saint-Germain se rapproche d'un accord avec Ilyas Zabarni, c'est parti pour très bientôt. Contact positif avec Bournemouth, petit détail à clarifier. Ensuite, Zabarni rejoindra le PSG. Accord conclu entre Zabarni et le PSG sur un contrat de 5 ans depuis mai, comme l'a dit Fabrice Hawkins. Donc c'est même pas, c'est une traduction, donc c'est parti très bientôt. Je pense que c'est la traduction de Google de Erwigo. Donc Zabarni, ça y est, ça va se faire au PSG. Donc il fallait prendre de toute façon un défenseur central supplémentaire.
Je pense que ça va être un prix assez costaud, mais il y avait un besoin impératif. Et très très bien, Zabarni, top joueur qui arrive en Ligue 1, quoi. Mais quelles sont les perspectives de progression d'un club satellite comme ça? Je pense que Marc Keller, quand il vend Strasbourg à Bloco, qui s'associe avec, c'est la pérennité du club. Je pense que Marc Keller est un dirigeant qui a peut-être pris une branche compliquée avec la multipropriété, mais c'est avant tout quelqu'un qui est attaché à Strasbourg parce que c'est le club qu'il a repris pour 1 euro symbolique et qu'il a amené en Ligue 1. Je pense qu'il a surtout voulu s'assurer que dans ses conditions économiques et l'histoire des droits télé, que le club puisse rester, se stabiliser en Ligue 1, sans dépendre à chaque fois de grosses ventes. Là, ils vendent bien, mais aussi d'avoir cet intérêt sportif. Après, c'est pour ça qu'il y a des protestations de supporters, c'est pour ça que la multipropriété, ça reste un truc où tu t'enfermes en fait dans une spirale un peu pas infernale, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire que Strasbourg, t'es condamné à vivre sur des cycles très courts des joueurs que tu kiffes, mais que tu sais qu'ils vont repartir aussitôt. Et tu peux pas forcément t'attacher à beaucoup de joueurs. Tu sais que tu vas être embarqué dans ça. Après, c'est sûr que tu vas peut-être... tu vis de très bons matchs. Enfin, la saison dernière de Strasbourg, à voir de l'extérieur, c'était top. Là, en plus, si tu rajoutes la Coupe d'Europe, il faut quand même passer ce barrage un petit peu compliqué de Conference League. Mais c'est vrai que, en tant que supporter, tu es dans un truc très contradictoire, enfin très paradoxal. C'est-à-dire que tu vis une période un peu inouïe pour le club où tu te rapproches des locomotives de Ligue 1. Strasbourg, on peut presque le considérer même par rapport aux investissements, par rapport aux résultats, que c'était le cas. Maintenant, tu sais aussi ce que tu perds. Ton indépendance, le fait que les joueurs, c'est très difficile de les garder. Et le moindre mec qui pète, voilà, tu vas... allez, ça va être sur une photo de famille, et ensuite, ciao, quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir des cadres un peu plus âgés qui vont assurer la stabilité autant en interne qu'externe. Le projet strasbourgeois, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il y a plus de mecs âgés, quoi. C'est vraiment... On a Carl Johnson sur le banc, qui a 35 piges, et ensuite, les cadres de cette équipe, c'est ceux qui sont là depuis un petit moment. Ça va être Ismaël Doucouré, ça va être Bakwa, ça va être Emega, ça va être par la suite Diego Moreira, Nanasi. C'est ça qui est assez étonnant, quoi. Mais on sait que ce sont des joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient prendre leurs responsabilités. Je le redis, on a vu, voilà, tu sais, du petit péché de jeunesse, la fameuse déclaration de Bakwa qui disait quand Strasbourg menait 2-1 contre Nice, allez, emmenez les caméras, on va danser dans le vestiaire. Et 30 secondes après, tu as l'égalisation sur corner de Youssouf Endaïchimier. Là, c'est le retour de karma, mais c'est aussi là que tu apprends. C'est des jeunes joueurs et ils sont aussi là pour découvrir les difficiles rouages du métier. Est-ce que si Strasbourg s'installe dans un top 5, ils ne seront pas amenés à plus de stabilité en effectif? Ça, c'est une question qui est pas mal du tout. Est-ce que si Bluco voit que Strasbourg est un candidat régulier à LDC, est-ce qu'ils vont pas changer un petit peu de mercato et tout? Je sais pas, parce que j'ai l'impression quand même que c'est un modèle qui marche très bien pour eux en termes de trading, de vente. Ça va être... Enfin, ils vont continuer, quoi. Peut-être qu'ils feront moins, ou peut-être que des mecs comme ça, ils laisseront 1 an de plus pour dire ok, tu peux jouer avec des champions, mais peu importe la compétition où tu te retrouves, je pense que le modèle de musique propriété va rester tel quel à Strasbourg. Scipion, pour toi, c'est quelle équipe qu'il faut suivre cette saison? Eh bien, ça tombe bien, je prépare une vidéo là-dessus, comme d'hab, les 15 joueurs à suivre, les 10 clubs à suivre. Après, tu sais, il y a toujours les gros classiques, Sunderland, Paris FC, Com, Liverpool, vu ce qu'ils sont en train d'envoyer sur le mercato. T'as Birmingham City qui fait un très beau mercato en Championship. T'as Atletico qui a pas mal dépensé. Wrexham, évidemment, qui fait je ne sais combien de montées successives. Pareil, en deuxième division anglaise, c'est pas mal comme histoire. À voir ce que ça donne. Bordeaux, ça dit quoi, Scipion? C'est même pas pour tailler toujours Régional 2. Alors, je sais qu'on est tombé très très bas dans le foot français, mais on n'est pas encore en Régional 2. On pourrait l'être très bientôt, si on a encore des soucis financiers. Mais pour l'instant, on est en National 2, monsieur. Et oui, ça change toute la différence. 4ème division. Écoute, ils ont changé à peu près 90% de l'équipe. Ça commence les matchs amicaux. À voir. On découvre des joueurs. Apparemment, ça se passe plutôt bien dans le groupe. Il y a des recrues qui viennent de Ligue 2, Nationale, de Belgique, de Kings League aussi. Mais on va découvrir ça. Premier match le 16 mars contre... Le 16 mars, non, ce serait un peu trop loin. Le 16 août contre Avranches. Voilà, ça c'est vrai de vrai. On va voir ce que ça
ce que ces gars-là ont dans le ventre. Oui, oui, de Kings League. On a recruté un joueur qui était dans l'équipe foot de rue d'Amine ou Panama All Stars, je sais plus de mémoire. Mais ouais, ça va être intéressant de découvrir ça. Après, c'est tant mieux pour eux, hein, les mecs qui font de la Kings League, qui se font repérer par des clubs de N1, N2, c'est des trajectoires sympas. Et bien sûr, Gérard Lopez est toujours là. Voilà, une année de plus, une année de galère en vue. On n'en peut plus, hein, parce que quand je parle de John Textor, que je fais des vannes et tout, moi à côté, j'ai toujours l'artisan, l'entrepreneur funambuliste du Luxembourg qui est présent. Et ça c'est un peu interminable. Ouais. Le cycle Gérard Lopez à Bordeaux, on souffre tellement, on a tellement vécu des convenus et qu'il soit encore là et qu'il n'y ait aucun moyen de le faire déguerpir, c'est ça qui est le plus rageant et frustrant, quoi. On a quand même encore un club à voir, les petits potes, c'est la Roma. C'est la Roma, je voulais faire un petit focus sur le mercato de la Roma, qui est quand même une des équipes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Com, de Naples, mais la Roma est en train de faire un vrai bon mercato, avec évidemment des joueurs que vous connaissez, comme Nel El Anaoui qui est arrivé du Arsenal, 23 millions d'euros. Il visait Richard Viros, le Colombien qui finalement a rejoint Benfica. Evan Ferguson, prêté 3 millions d'euros par Brighton, qui va tenter, lui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures et puis aussi une chute de niveau, qui va tenter de se relancer. Et ça, je trouve que le pari est super intéressant. Tu as Davis Vasquez du Milan qui arrive libre pour être deuxième gardien, et tu as Wesley, arrière droit de Flamengo, qui arrive pour 25 millions d'euros, en sachant que tu as aussi un transfert qui va arriver, celui de Gilardi, qui arrive, je crois, du Hellas Vérone, Daniele Gilardi, Hellas Vérone, qui va rejoindre normalement la Roma. Tu as quand même un 11 qui a de l'allure, avec Eusvillar qui était meilleur gardien de Serie A l'an passé, Mancini, Gilardi, Ndika, Wesley, Manu Koné, El Anaoui, Angelino, Dybala, Soulé pour Serre Ferguson ou Dovvik, et surtout le monsieur que vous voyez à l'image. C'est ça qui est je le dis toujours, le plus important dans une équipe, dans un projet, c'est le coach. Pour moi, c'est la pièce maîtresse. Évidemment, le président, ça compte beaucoup, un directeur sportif aussi, mais l'entraîneur, par rapport à celui qui va impulser, guider des principes, une ligne directrice, c'est lui. C'est l'âme du club. Et Gasperini qui quitte l'Atalanta pour la Roma, déjà le revoir dans un autre contexte que la DA, c'est quand même assez fou. Parce que souvenez-vous, Gasperini, il a quand même entraîné l'Inter, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des souvenirs de l'Inter version Gasperini. Pour tout le monde, je pense, à 99%, Gasperini, c'est l'Atalanta. Du coup, le revoir dans un autre environnement, ça, c'est directement une immense curiosité. Et puis ce mercato, c'est quand même pas mal, quoi. Genre, je trouve que c'est intéressant de revoir certains joueurs de la Roma dans un mood Gasperini. Je vous vois venir, il va donner ses produits aux joueurs de la Roma, il a ramené les kinés préparateurs physiques. C'est vrai que l'Atalanta, si tu te faisais une blessure au ligament croisé le dimanche, le mercredi, tu pouvais de nouveau être en entraînement et courir. Et écoutez, qui sommes-nous pour juger le progrès médical ? Si la science avance plus vite que nous, il faut pouvoir l'accepter. Mais c'est vrai que l'Atalanta, ça a carburé pas mal. Après, la Roma, c'est la seule limite, c'est qu'à chaque fois je vous le dis, et c'est pas pour faire l'acteur, le puriste, c'est que quand t'es intrigué, hypé par la Roma, ça fait une saison 8e, un peu dégueulasse, vite sortie en Coupe d'Europe. Et ça, justement, on n'a pas envie d'avoir ça avec la Roma. Est-ce que cette équipe peut lutter pour un top 4 ? Voire top 5, si jamais l'Italie est bien au niveau du classement UEFA et s'octroie une place supplémentaire pour la LDC ? Je pense qu'ils ont les armes pour lutter. Mais ça fait trop longtemps qu'on a souvent des débuts de saison qui sont ratés. C'est ça le problème à la Roma aussi. C'est que là, De Rossi s'était fait jarter après 4 matchs de nul. Et voilà, très très vite, tu fais le choix Djuric, qui était catastrophique. La saison avant, où De Rossi arrive comme pompier, pareil, ça s'était pas bien passé. À chaque fois, la Roma rate un petit peu ce tournant. Et après, ils prennent du retard. Et le retard, il peut pas se combler, quoi. Donc, fais voir juste le début de calendrier de l'AS Roma. Je vais vous dire si... là, ils sont en train de faire un amical contre l'AS Cannes, parce que qui est l'autre club du groupe Friedkin, avec des buts de El Shaarawy qui est toujours là, et Dovvik. Donc ça, je sais que vous aimez bien ce genre d'informations. La Roma, qu'est-ce que ça fait comme début ? Ça reçoit Bologne, donc relou.
ça va à Pise, ça reçoit le Torino, derby contre la Lazio, et après l'AS Vérone. En vrai, et après ça s'enchaîne, t'as la Fiorentina, l'Inter, le Milan, tout ça. En vrai, t'as le derby qui est voilà, un rendez-vous à part, t'as la réception de Bologne, t'as le Torino qui est jamais une équipe simple. Franchement, on a vu des calendriers bien pires pour la Roma. C'est là où pour moi, au bout de 5 matchs, je vous dirai si je le sens bien ou pas. Si je vois des petites dingueries, je serai vraiment attentif et je pourrais retourner ma veste. Mais bon, je vais pas faire voilà, le mec qui dit tout le temps faut pas s'hyper et tout. Mais oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce flair, ce mood. Et je dis ça vraiment en début de saison. Parce que avant que voilà, Ranieri arrive, ouais, la Roma était dans un état cataclysmique avec Djuric et tout. Enfin, vraiment, ils perdent un match. De mémoire, ils prennent un gros score. C'est pas contre la Fiorentina où ils perdent 5-1 ou un truc comme ça. Ouais, ils perdent 5-1 la Fiorentina. Ils perdent 3-2 à AS Vérone. Ils perdent 3-2 à la maison contre Bologne. Et après, voilà, t'as Ranieri qui arrive à ce moment-là. Ils perdent à Naples et à Atalanta. Et petit à petit, ils se remettent dans le bain. Fiorentina, ouais, tu vois, avec Svilar, Mancini, Ndika, Hermoso, Tassende, Pellegrini, Cristante, Pidi, Selic, Dybala, Dovic. Ouais, tu m'étonnes qu'ils soient fait un peu balayer, quoi. C'est chaud. Et oui, ça se regarde où la Serie A cette saison? Ça se regarde sur DAZN. DAZN qui a récupéré les droits. Je crois que vous pouvez faire il y a un pack à 16 ou 17 euros avec Ligue 1 Serie A pour ceux que ça intéresse. Moi, je vais me pencher là-dessus parce que la Serie A, j'aime beaucoup et j'ai envie de continuer à regarder ce beau championnat. Ça serait bien, quoi. Toute la période Mourinho, c'était dur. Bah, tu vois, j'arrive même plus à situer le temps parce que j'ai parlé du moment juste avant que De Rossi arrive, mais c'est vrai que c'était Mourinho. Mourinho, de toute façon, les fins d'aventure, tu sais, quand ça veut pas lâcher steak, c'est des matchs, c'est horrible. Franchement, c'est dur. Autant j'adore le personnage, j'adore le coach, j'adore ce qu'il a incarné. Autant récemment, les derniers moments de Mourinho, on souffle très très fort, quoi. On peut avoir une belle course au titre l'année prochaine en Serie A ou au moins pour les places en LDC. Bah, c'est vrai que Naples, pour moi, j'attends de voir l'Inter s'ils font Lookman. Je pense que l'Inter restera un tout petit peu favori. Mais Naples qui s'est fait une deuxième équipe bis, évidemment ça veut rien dire, mais une deuxième équipe compétitive, bah, ils seront là. La Juve, je suis un peu inquiet, je vous avoue. Le Milan, sans Coupe d'Europe, avec le retour de Max Allegri, s'ils font Jachari, un bon petit mercato, ça peut être quand même une équipe un peu qui revient dans les lumières. Et après, tu as toujours des équipes qui travaillent bien, comme Bologne. Atalanta, par contre, qui a pris Juric. Par contre, je suis plus sceptique. C'était pas... peut-être pas le coach à faire revenir. Et d'ailleurs, on parle de retour de coach. La Lazio a repris Sarri. Donc, tu vois, on aime bien en Italie faire du recyclage ou faire appel aux mecs qui étaient là il y a pas trop longtemps, quoi. Ça, c'est vraiment la petite tradition de nos amis italiens. Écoutez, on va se terminer comme d'habitude avec les derniers transferts, voir si on est passé à côté de quelque chose au niveau des arrivées. On a quand même Nathan Zézé, ça y est, c'est officiel, un Neom pour 20 millions d'euros qui s'engage en Arabie Saoudite. Il était aussi courtisé par Villarreal. Il va prendre un chèque immense, donc qu'il aille se régaler là-bas. On a beaucoup de transferts qui concernent Strasbourg. Ishe Samuel Smith, jeune arrière-gauche de 19 ans. Kendry Paez. J'ai pas beaucoup parlé de Kendry Paez quand j'ai fait Strasbourg, mais c'est vrai que Kendry Paez, ça fait partie de ces jeunes joueurs qui ont une hype monstrueuse. Et le seul souci de Kendry Paez, c'est que il s'est un petit peu arrêté de jouer. Il a été très peu utilisé ces derniers temps, même avec l'Équateur. Donc Kendry Paez, il faut aussi qu'il se retape physiquement pour se remettre dans le bain. Tu vois, il a joué 13 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Donc c'est le gros moment de se relancer un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au profil, et surtout l'attente, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça en Ligue 1. Parce que Kendry Paez, à 16 ans, tout le monde en parlait, quoi. Yeon Seok-hong, milieu offensif qui arrive de Mayence à Nantes en prêt. Ça, c'est pareil, ils ont pris 2 Sud-Coréens. C'est pas mal du tout. Nantes, dans ce mercato un petit peu malin. Et on parlait de gros chèques. Skriniar qui quitte Fenerbahçe avec son salaire colossal, 30 ans. Skriniar n'a que 30 ans. Est-ce que je suis aussi surpris par cette information? Je pense. Je crois que je vais lui donner 2-3 ans de plus. Mais il file au Fenerbahçe pour 7 millions d'euros. Et après, c'est des choses qu'on a déjà vues. Au Stigard qui file au Genoa en prêt. Moïse Saïdion qui quitte Strasbourg, qui avait fait quand même une belle saison il y a quelques temps à Annecy. Et ça, en Belgique, par contre, lui, il peut vraiment bien se relancer. Donc, on suivra son parcours attentivement. Je regarde vite fait la Première Ligue. C'est eu des mouvements un petit peu qui ont bougé, qui sont apparus. On a Rob Holding, fin de contrat à Crystal Palace. Pareil, Rob Holding qui était encore joueur de foot. Peut-être que vous le découvrez. On a
Dan Ndoye qui arrive à Nottingham du coup pour 42 millions d'euros. Granit Xhaka à Sunderland à 32 ans qui rejoint Sunderland pour 15 millions d'euros. On va en reparler de Sunderland évidemment parce que c'est l'attraction de ce mercato. Allez, je vous le dis, semaine prochaine, petite vidéo sur la chaîne YouTube dédiée à Sunderland, revenir un peu sur l'histoire récente du club et tous ces mouvements assez fous, dantesques qui se passent. Forcément, c'est intéressant. Est-ce que c'est un promu qui a les yeux plus gros que le ventre ou est-ce que c'est une stratégie logique? On va y revenir là-dessus parce que forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, on aura une vidéo spéciale Sunderland pour ceux qui sont intrigués par le club détenu par Kirill Louis-Dreyfus, le fils de Margarita et Robert. Luis Diaz, Liverpool, Bayern 70 millions d'euros. Nelson Semedo qui était libre, qui quitte les Wolves pour le Fener, transfert libre. Donc voilà, ça c'est une information. Après, ça on avait aussi vu, je crois, de mémoire. En Liga, est-ce que ça a un petit peu bougé? Je suis pas sûr, j'ai pas eu trop d'infos. Ah, c'est vrai que ça c'est pas apparu dans les infos du jour parce que c'était hier, mais Thomas Lemar quand même. Thomas Lemar est toujours vivant. Thomas Lemar va rebondir à Gérone en prêt. On aurait aimé le revoir en Ligue 1, mais bon, c'est quand même un gros pari sur la condition physique et avec le salaire et tout. Mais c'est quand même une très très bonne nouvelle de revoir un Thomas Lemar jouer. Donc ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Gérone en plus c'est un club idéal pour qu'il se remette dedans. Brian Saragossa qui quitte le Bayern au Celta Vigo pour un prêt payant. Bon, ça c'est des infos qu'on savait à peu près. Serie A, est-ce que ça a bougé en Italie ces derniers jours? T'as Gabriel Strefessa qui quitte Com pour le pire et 8 millions d'euros. Tu commences à avoir des départs à Com. Ouais, après t'as pas eu grand chose. Buchanan, on avait vu Inter Villarreal. Ouais, l'Italie ça bouge pas forcément trop, hormis Naples, Com et la Roma. Et après en Bundes, est-ce qu'on a des petites informations sympas à voir? Non, j'ai l'impression que c'est Lucas Poreba qui était passé de mémoire par Lens, qui part à Elversberg, ouais, il n'y a pas grand-chose. Adam Aznou, on l'avait vu, Everton. Abdoulaye Faye qui quitte Leverkusen pour Lorient, défenseur central, on suivra ça de près, jeune joueur. Et sinon, non, on est plutôt stable de ce côté-là. On parle de quoi? Je viens d'arriver. Ah là, Montgomery, malheureusement, on arrive sur la fin de ce live. On va se retirer tranquillement. Merci à vous les amis d'avoir été présents. C'était comme toujours très sympathique de faire ce live en votre compagnie. On a découvert plein de belles choses, histoire d'avoir des débats sur Ordonez. On verra s'il sera officialisé. Sur Cesco, l'attaque de Manchester United. On a également fait des petits points sur Strasbourg, la Roma et les dernières infos. Donc comme toujours, c'est super bien de pouvoir voir ça avec vous. Moi, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée avec ces 47 matchs de Conference League. Je le redis, mais là, il y a un multiplex de zinzin à aller voir. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, comme Montgomery, bon, même pas en cours de live, sur la fin de la fin, là, il est arrivé à la 90e plus 8. Je vais mettre directement le replay sur YouTube, quasiment immédiatement. Ce sera aussi disponible en podcast. D'ailleurs, j'aurai aussi une annonce à faire un petit peu sur la refonte des podcasts. Vous verrez ça très très vite. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dimanche pour le nouveau récap mercato. Et puis, je vous dis à très vite. Profitez bien de votre été. Force aux travailleurs. Salut les amis.